Bonjour et bienvenue sur Caro Magic Books. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire les sorties du mois d'avril. Alors, il y en a un petit peu moins que les mois précédents, donc j'espère que je vais pouvoir vous faire une vidéo un peu moins longue. On va essayer, donc je vais commencer tout de suite avec la première sortie, enfin une des premières sorties du 1er avril, qui est Ekat. Alors c'est de Nikita Gill et c'est chez Hachette Heroes, donc on va retrouver l'histoire d'Hécate, cette déesse cnonienne donc qui est rattachée au dieu plutôt des enfers, au dieu de la mort, au dieu de la nuit. Je vous avoue que j'ai vraiment très hâte de lire ce roman parce que c'est une déesse qui me fascine. On la voit souvent présentée sous forme de triple déesse. Alors ça n'a rien à voir avec la triple déesse où on voit la jeune fille, la femme et la vieille femme. Mais voilà, elle a plusieurs fonctionnalités. Elle est souvent représentée avec une torche, avec une épée et avec des chiens. Elle est aussi gardienne des carrefours. Enfin, elle a plusieurs fonctions. Et c'est une déesse assez, je trouve, mystérieuse. Donc on connaît peu de choses. Donc j'ai hâte de découvrir. Alors dans le résumé, il est dit que c'est la première sorcière, fille des titans Persée et Astéria, poursuivie par Zeus, Apollon et les autres nouveaux dieux olympiens quand ceux-ci ont renversé les titans. Née dans un monde en feu, la jeune déesse Hécate n'a jamais connu la sécurité. Après que ses parents ont perdu la guerre entre les titans et les nouveaux dieux de l'Olympe, Hécate est emmenée par sa mère Astéria aux enfers, où Styx et Hadès acceptent de l'élever. Pendant ce temps, Astéria est poursuivie à travers le monde par Zeus et Poséidon. Voilà, donc j'en sais pas plus, donc je pense qu'on va voir voilà, l'histoire d'Hécate avant qu'elle devienne vraiment cette déesse qui effectivement reste avec les dieux souterrains, les dieux de l'enfer, mais voilà, c'est une figure qui me fascine, donc j'ai très envie évidemment de la découvrir. Alors le 1er avril sortira chez Casterman le Sans Sommeil de Jane Williams, qui n'a pas l'air mal du tout. Je trouve que Casterman cette année, là, ils ont des livres qui me tentent. Déjà l'année dernière aussi, mais cette année, ils ont vraiment des livres qui me tentent. Une âme pour se libérer, une âme pour se venger. Elver est la gardienne de la forêt des Dji, un territoire dangereux peuplé de monstres. Sauvée de la mort par la reine serpent lorsqu'elle était plus jeune, sa peau empoisonne désormais quiconque la touche. Artaïr vit reclus depuis des années dans un monastère lorsqu'une mission terrible l'oblige à affronter Elver au cœur de la forêt. Mais leur confrontation prend une tournure inattendue, car Elver découvre qu'Artaïr est insensible à son don mortel. Et pour cause, Artaïr n'est pas un humain comme les autres. Il est un sans-sommeil, condamné la nuit à partager son âme avec un autre esprit que le sien, un esprit maléfique. C'est Luciane qui prend possession de son corps pendant qu'Artaïr dort, et cet esprit déterminé à manipuler Elver pour servir ses sombres desseins. Voilà, ça n'a pas la mal. J'avais peur que ça tombe un peu vers de la fantaisie, et en fait, pas de la fantaisie, vers de la romantaisie. En fait, peut-être qu'il y aura une romance entre les deux, j'en sais rien, mais ça n'a pas trop l'air, donc je me suis dit, bon, ça doit pas être mal. Alors le 1er avril va sortir aussi, alors c'est dans la collection, une collection de chez Hachette, Enchanters, Clochette. Alors c'est de Jen Calonita, toujours chez Hachette Heroes. Donc là on va voir l'histoire de Clochette avant qu'elle devienne, cette fée qui va accompagner Peter Pan. Ils avaient déjà fait sur la fée marraine, enfin la bonne fée, dans la même collection. Je me demande s'il n'y en a pas encore un autre. Voilà, ils ont vraiment des collections très différentes chez Hachette Heroes, donc pour ceux qui aiment, voilà, puis la couverture est très belle, je trouve aussi. Toujours le 1er avril, alors sortira aux éditions Morgan, que je ne connais pas, Nocturnos de Laura Pérez. Donc là, on est sur un graphique. J'avoue, j'ai regardé quelques images, il n'a pas l'air mal et le pitch m'intéressait. La nuit ne nous appartient pas, elle recèle ses propres mystères. Nocturnos plonge dans le monde éthéré de la nuit lorsque l'atmosphère banale du jour cède la place à une atmosphère mystérieuse où tout semble possible. À la tombée de la nuit, l'obscurité semble vaste et indomptable. Les morts peuvent s'immiscer dans le monde des vivants et la distance entre l'imagination et la réalité semble plus proche que jamais. J'avoue que ça me tentait. Bon, évidemment, on va parler de la nuit, des créatures de la nuit, je pense. Et puis, voilà, c'est un peu cet imaginaire de la nuit qui fait un peu peur. On se dit qu'effectivement, les cauchemars peuvent arriver, les créatures fantastiques aussi. Ça me tentait pas mal du tout. Donc, pareil,
je l'ai mis en wishlist. Le 1er avril va sortir aux éditions Albin Michel Imaginaire le nouveau roman d'Émilie Karbalek, Les Jardins du Temps. Alors nous sommes au Japon à la fin du XVIe siècle. Les troupes d'Oda Nobunaga donnent l'assaut sur le temple du dieu dragon sur le mont Iei. Pendant la bataille qui oppose les moniales aux troupes du seigneur de la guerre, une inestimable relique est brisée. 4 siècles plus tard, 2 scientifiques spécialistes du temps sont convoqués par les autorités dans le cimetière de Mikageyama. Moriko Nakijima et Vedan Veneyakram découvrent là l'impensable. Une tête tranchée a été trouvée dans une tombe, elle semble dater du Japon féodal. Et contre toute attente, elle donne toujours des signes de vie. Les relevés à proximité de la sépulture montrent que les temps s'y écoulent très lentement. Cette perturbation en annonce d'autres, bien plus dangereuses. Bon, normalement, je devais le recevoir de la part des éditions Albin Michel Imaginaire. J'espère qu'ils ne m'ont pas oublié. Voilà. Parce qu'ils me tentent beaucoup. J'aime beaucoup Émilie Karbalek. J'avais beaucoup aimé Les Chants de Nuying. J'ai lu là, Les Sentiers de Recouvrance que j'ai beaucoup aimé aussi. C'est assez marrant parce qu'en fait, ces récits prennent souvent une direction à laquelle on ne s'attend pas. Et c'est toujours assez poétique, assez doux, même quand on est dans un monde qui est en pleine déliquescence, qui est en train de s'effondrer. Il y a toujours une lueur d'espoir et il y a toujours un côté assez poétique. Et j'avoue que c'est pour ça que j'aime beaucoup son écriture. Alors là, je pense qu'on est toujours le 1er avril. Va sortir au livre de poche Miska de Eva Martin. Enfin, je vais essayer de vous faire le résumé. On va suivre un capitaine, alors ses aventures marines dans un monde fantastique. Je l'ai pas sélectionné dans les sorties de livres de poche parce que j'avais reçu leur programme. Il y en avait d'autres qui m'intéressaient. Faut que je sois quand même un petit peu sélective et en plus, je me dis au pire si je me l'achète, j'achèterai plus tard, il est en poche. Et puis j'ai vu que tout ce qui est aventure marine, j'y vais un petit peu moins, ça me tente moins à quelques exceptions près. Mais ça me tente moins, donc du coup, je me suis dit, je vais pas tout prendre, mais voilà, en tout cas, sachez qu'il est sorti en poche. Alors celui-ci, il me tentait bien, mais par contre, il sort en brochet, il sort pas en relié, mais il sort pas non plus en poche. Ça m'aurait intéressé que De Saxius le sorte en poche. C'est de la Cozy Fantasy, c'est L'âtre enchanté, tome 1, Le sorcier au coin du feu d'Hélène Arc. C'est tout, c'est le seul nom que j'ai, ça doit être un pseudo, ou juste le nom de famille, je sais pas trop. J'avoue que ça me tente bien aussi, puisqu'on va suivre un sorcier qui va pas pouvoir, qui va être embêté par les gens du royaume qui vont lui demander plusieurs choses, alors que lui aspire à une vie tranquille. Voilà, c'est vendu comme de la cozy fantasy, alors ça me tente bien. Alors je pense que ça va être un brochet parce que il y a du jaspage, mais il est à une vingtaine d'euros, enfin il est moins cher que les livres hardback. Je pense que ça va être un petit peu comme les romans de chez Bragelonne de Sarah Besder, sa petite boutique au sortilège et L'île au jardin enchanté, où effectivement vous avez un très beau jaspage, mais vous n'avez pas de hardback. J'ai l'impression que c'est surtout ça, c'est les couvertures en hardback qui coûtent cher. Voilà. Alors, je pense que je vais peut-être attendre qu'ils sortent en édition pâle avant de l'acheter, sauf vraiment gros craquage. Le 2 avril va sortir chez Nathan Les 3 Royaumes, tome 1, Le Scorpion et la Fleur dans la nuit. Alors c'est de Amélie Wen Zhao. Donc c'est pareil, nous sommes dans de la fantaisie avec des influences asiatiques. Le tournoi de l'immortalité va commencer. Ne faites confiance à personne, pas même votre séduisant allié. Dans un monde déchiré par la guerre contre les démons, Anning, 19 ans, doit sauver sa mère mourante, victime d'un démon. Une seule option, récupérer une perle d'immortalité au royaume du ciel et pour cela gagner le grand tournoi situé aux confins dangereux du monde. Face à elle, des adversaires prêts à tout pour obtenir le Graal. Yu Shen, particulièrement talentueux et très séduisant, lui vient en aide. Peut-elle lui faire confiance, se laisser aller à l'amour, ou est-il le plus dangereux d'entre tous pour elle et tous les royaumes? Bon, alors c'est vrai que l'aspect romantasy, ça me tentait moins. En même temps, là, les derniers romans de chez Nathan que j'ai lus, j'ai beaucoup aimé. Puis vous voyez, il y a ces influences asiatiques, il y a ce côté épreuve aussi à passer qui me tente pas mal. Alors il sort en relié, mais il sort aussi en brochet ici. Donc là, vous avez le choix, je sais, pour ceux qui aiment les brochets.
Voilà, pour l'instant, il continue à sortir en brochet, ça c'est très bien. Le 2 avril sortira chez Gulfstream Numé, je ne sais pas si on prononce comme ça, tome 1, La sorcière et la princesse de Liz Chrysler. Liz Chrysler, c'est elle qui avait écrit aussi chez Gulfstream Demos, les tomes 1 et 2, La bénite Césarée, et c'est Le prince Santa, je crois, tome 2. Il devait y avoir 3 tomes. Le tome 2 est sorti l'année dernière, je ne sais pas si elle va le sortir cette année. En tout cas, elle en a sorti un autre. Bon, Gulfstream, moi j'avoue, je suis toujours très attirée, donc c'est pour ça que je l'ai mis ici. Maud, héritière des terres de Faentir, a tenté l'impossible. Se lier à Bramlière, un famulus mythique bien trop puissant pour elle. Désormais, le fil de son âme se rompt peu à peu. Son unique espoir repose sur Calandra, dernière sorcière de son clan, qui accepte de secourir la princesse contre la promesse de sauver l'héritage de ses parents. Guidées par un interfact magique, les jeunes filles se lancent sur les traces d'Althea, une famulus ancienne dont les pouvoirs exceptionnels pourraient sauver Maud. Mais entre une mamie dont l'hospitalité cache un drôle d'arrière-goût et un palais où les sourires des hommes-oiseaux sont en double tranchant, Maud et Calandra devront rester sur leur garde pour atteindre les confins des terres de Numéa. Pour survivre, la sorcière et la princesse lieront leur destin là où magie, secret et trahison se mêlent. Bon, ça a l'air pas mal. Moi, j'avais eu un gros coup de cœur pour La bénite Césarée, le tome 1. J'ai pas encore lu le tome 2. J'avais adoré, donc j'aimerais bien découvrir l'autrice dans un autre type d'histoire. Et puis bon, voilà, hein, Gulfstream, hein, vous connaissez mon amour pour Gulfstream et toutes les sorties de chez Gulfstream. Alors celui-ci, je pense que ça va plutôt être du thriller, mais j'avoue que la couverture et le pitch m'ont donné très envie de le mettre, voilà, de le mettre dans cette sélection. Alors, c'est Python de Sébastien Gendron et c'est chez Pocket. Donc, ce sera en plus en poche et ça sortira aussi le 2 avril. Alors, Constance Deltail, qui n'a jamais voulu d'enfant, n'aime pas son fils Hippolyte, 5 ans, mauvais et infect. Bon, je ne sais pas comment on peut être mauvais et infect à 5 ans. Enfin, si on peut, mais évidemment, quand vous avez une mère qui ne vous aime pas. Elle cherche à recommencer sa vie en Inde avec une nouvelle identité. Mais le jour où elle achète son billet pour Bangalore, Damien, son mari, meurt d'un accident vasculaire. Constance reste seule avec son garçon, alors qu'un python, hante les canalisations de leur lotissement. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner parce qu'on sent qu'on est dans une histoire de haine entre une mère et son fils qui est quand même très jeune. Je crains les réactions de la mère. Hein. Elle ne m'est pas du tout sympathique par avance, cette mère, et je ne sais pas ce que va venir faire le python là-dedans. Ça fait penser un peu à ces légendes urbaines où, soi-disant, on retrouverait dans les canalisations des crocodiles, des serpents, parce que les gens s'en débarrassent. Bon, apparemment, c'est des légendes urbaines, tout ça. On ne retrouve pas ce genre de créatures dans les égouts. Ça vient plutôt des US, ça, mais bon. Là, va sortir le 2 avril un nouveau conte interdit, donc aux éditions Contredire. C'est le stoïque soldat de plomb, et c'est de Sylvain Johnson. Alors, on va suivre un mercenaire désabusé qui revient d'Ukraine après avoir perdu une jambe. Un réseau de trafic de membres humains transformés en reliques religieuses pour les églises européennes. Une stripteaseuse unijambiste qui se fait kidnapper en raison de son impossibilité à payer ses dettes. Le rat, un chef de bande criminel qui souffre d'une phobie déroutante et qui force son entourage à des choix terribles. Dans cette réécriture du conte classique, le stoïque soldat de plomb se déploie l'horreur de la guerre et celle qu'elle laisse derrière elle. Certains ne reviennent jamais du front, d'autres reviennent, mais jamais tout à fait hantés par les démons qu'ils y ont croisés ou qu'ils y ont réveillés. Alors moi, c'est vrai que j'ai quasiment toute la collection, je pense, des contes interdits. Je pense pas qu'il m'en manque, dans ceux qui sont sortis en France en tout cas. Et c'est vrai que je vous en parlerai dans une autre vidéo. Je m'étais dit cette année, j'en lis un par mois. On est au mois de mars, j'en ai toujours lu aucun et j'aimerais les lire dans l'ordre de parution. Je vais essayer. Alors, je pense que celui-ci, je ne vais pas l'acheter tout de suite. Je vais attendre d'avancer dans ceux que j'ai déjà parce que j'en ai je ne sais combien. Et puis, c'est vrai que ça finit par prendre de la place aussi. Ensuite, alors là, une bonne nouvelle sortira le 2 avril chez Pocket Imaginaire, Visqueuse de Morgane Cossarieux, donc en poche. Alors, je pense que celui-là, j'ai dû le demander, mais pour l'instant, je ne l'ai pas encore reçu. Alors, c'est vrai qu'on est que... Non, on est plus que mi-mars, là, quand même, on est le 21. Donc je sais pas, j'espère l'avoir très bientôt. J'ai enfin lu un roman de Morgane Cossarieux qui est Baron Cimetière. J'ai beaucoup aimé, hein. C'est très horrifique, hein. Clairement, elle y va pas avec le dos de la cuillère au niveau de l'horreur, mais j'ai beaucoup aimé. Et voilà, et Visqueuse, j'avais envie de le lire, donc bon,
C'est vrai que si je peux l'avoir dans la sélection Pocket Imaginaire, sinon je pense que j'irai l'acheter en poche. Alors, la capture d'une étrange sirène des marécages, aussi fascinante que monstrueuse, fait basculer la vie d'Arsène. Séquestrée dans une cave, la créature va devoir survivre hors de l'eau, dans le monde impitoyable des hommes. Elle sera l'objet de toutes les convoitises, jusqu'à attirer l'attention d'une nonne naturaliste. Après avoir réinventé le vampire, ouais, apparemment c'est toute une série qu'elle écrit sur les créatures surnaturelles. Je ne sais pas si ça se passe dans le même monde, s'il y a des clins d'œil à ces autres univers, mais bon, en tout cas, ça peut se lire séparément. Mais voilà, donc après avoir réinventé le vampire dans Dante Veine et le loup-garou dans Vertèbre, Morgane Cossarieu continue son exploration du bestiaire fantastique, cette fois dans la France rurale des années 1930 en plus. Ah ouais, d'accord, donc ça se passe assez tard. Dante Veine, j'ai dans ma palle, Vertèbre, je ne sais plus. Je regarde d'ailleurs si c'est sorti en poche, Vertèbre. Donc voilà, bon, encore une fois, moi j'ai très envie de continuer la plume de Morgane Cossarieu. Vous m'excuserez, j'ai un peu de mal à lire parce que j'ai pas voulu allumer la lumière électrique parce qu'il y a encore de la... Voilà, ça fait une luminosité très moche. Mais comme je suis là un peu dans un coin et que la pièce dans laquelle je suis, le soleil ne donne plus à cette heure-ci, j'ai un petit peu de mal à lire les petites lettres. Alors là, on va avoir le 2 avril deux sorties conjointes, c'est chez Robert Laffont. C'est les mystères d'Eversand de Victor Dixon. Alors, Victor Dixon, c'est vrai qu'on l'a plus vu écrire du young adulte. Là, il est chez Robert Laffont et ils ont une collection normalement young adulte, Robert Laffont, la collection R. Mais là, ils le sortent dans la collection Robert Laffont, donc je suppose que ça va être davantage adulte. Donc, c'est en 4 tomes. Les tomes 1 et 2 sortent là le 2 avril. Et j'avais lu que les tomes 3 et 4 sortaient le 23 avril. Alors par contre, je ne les ai pas vus sur... c'était pas noté sur Booknote, mais moi j'avais vu ça. Donc normalement, on devrait avoir les 4 tomes en même temps. Alors je crois qu'ils sont à 14,90 €. Ça doit être du semi-poche. Donc ça reste accessible. Et j'avoue que le pitch me tente bien. Je ne sais pas si on va aller vers du fantastique, vers un côté gothique. Je ne sais pas trop. Alors, maudit soit le pays sans hiver et tous ceux qui le foulent. Birdie Baker, étudiante sur le sou, tombe sur une offre d'emploi de suivante pour une vieille dame habitant l'État de Rhode Island. En plein janvier, elle débarque à Eversand, presqu'île au charme suranné où semble régner un printemps perpétuel. C'est le fief des Rosemore, très puissante et très secrète dynastie de la old money américaine. Birdie n'a peut-être pas seulement été recrutée pour servir de demoiselle de compagnie, mais aussi pour devenir la suivante sur la liste. La dernière d'une longue lignée de jeunes femmes attirées au manoir comme des papillons dans une plante carnivore. En répondant à la petite annonce, a-t-elle signé son arrêt de mort? Voilà, et je trouve qu'il y a un côté gothique. Bon, je ne sais pas trop, je ne sais pas... alors j'ai le tome 2, mais je n'ai pas envie de me spoiler, donc j'ai pas envie de lire les... Mais je crois que sur les autres tomes, il n'y en a pas beaucoup de plus de dit. Le tome 2, c'est marqué La Promise. Voilà, il n'y a pas plus de choses de dites. Je pense qu'ils n'ont pas trop voulu spoiler, donc ils n'en ont pas mis davantage, mais j'aimerais bien découvrir Victor Dixon dans un autre registre. J'avoue que ça me tente beaucoup. Le 2 avril, attention, là, les porte-monnaies vont faire mal. Il y a un nouveau livre qui va sortir, qui est illustré par Mina Lima. C'est Le Petit Prince en plus, donc c'est toujours chez Gallimard Jeunesse. Alors j'ai regardé, il est à 29,90 €. Bon, j'avoue que par rapport à certains livres créés par Mina Lima, ou alors par exemple par le dernier Harry Potter qui n'a pas été illustré par Mina Lima, je crois qu'il était à 49, à près de 50 €. Là, ça reste 29,90 €, ça reste une somme. Bon, après, c'est vrai que les livres sont très beaux. Et moi, c'est vrai que j'ai commencé la collection des Mina Lima. Bon, je ne pensais pas qu'ils en ressortiraient un aussi vite. Bon, on verra. Je vais attendre. On va y aller doucement. Le 2 avril va sortir chez Gallimard Conque de Perrine Tripier. Alors, c'est que Gallimard, a priori, on se dit qu'on va plutôt être vers de la littérature blanche. Mais il y a l'air d'avoir un côté fantastique quand même et aussi féministe. Conque, non féminin, coquille en spirale servant d'instrument depuis des millénaires. Coquillage, berceau et tombeau où se niche caché le grain de sable. Quelque part dans un pays battu par les vents du large, Martha B, l'historienne de renom, est mandatée par l'empereur sur un chantier archéologique qui vient de mettre au jour les vestiges des Morgondes, guerriers marins millénaires dont seuls les bardes avaient gardé la trace. Martha B est chargée de les étudier afin de redonner
redorer le roman national. Pour entremêler sa gloire à celle du pays, Martha B excave des héros et des mythes avec émerveillement. Mais quelque chose murmure sous le sable froid, un appel sourd, dissonant, qu'elle devra choisir de suivre ou d'ignorer. Lorsque la lucidité prendra le pas sur l'ivresse et sur la vanité, qui choisira de voir, qui s'aveuglera encore. Fable politique et poétique, ce deuxième roman de Perrine Trépied allie le mystère et à la contemplation. J'avoue que ça me tente beaucoup, parce que c'est vrai que Gallimard, on est plus dans de la littérature blanche, mais là, on a une archéologue de renom, mais c'est un empereur qui l'envoie. Alors, je veux dire, dans notre monde actuel, il n'y a plus beaucoup d'empereurs, à part, là, le seul qui me vient, c'est l'empereur du Japon. Mais voilà, c'est pas précisé, donc je pense qu'on est quand même dans un monde qui est imaginaire. C'est pour ça que je l'ai mis. Puis alors, ce côté d'exhumer les corps d'anciens guerriers très connus, bon, évidemment, j'ai eu très envie d'y aller. Alors, le 2 avril, on continue. Il y a le tome 4 de Lai Clark qui sort. Je ne sais pas combien de tomes il va y avoir de cette saga. Moi, j'avoue que j'ai beaucoup aimé les 2 premiers. Là, c'est vrai que j'ai pas eu le temps de continuer. J'ai le 3, mais je ne l'ai pas encore lu. Ça s'appelle Crown Tide. Alors, on va toujours suivre la même héroïne. Alors, son prénom, je vais essayer de vous le redonner. C'est Isla. Alors en fait, dans le premier tome, je ne vais pas vous lire la 4e de couverture parce que ça va spoiler. Dans le premier tome, on est dans un monde imaginaire où il existe plusieurs familles, plusieurs clans, et chaque clan possède ses pouvoirs. Et en fait, il y a eu une catastrophe, ce qui fait que chaque clan a perdu ses pouvoirs. Leur magie s'est presque inversée. Par exemple, il y en avait qui pouvaient voler, donc leur palais est dans le ciel. Ils ne peuvent plus voler, ils sont obligés de vivre à terre. Ceux qui ne pouvaient vivre que la nuit étaient très contents de vivre la nuit, ne peuvent vivre que le jour. A l'inverse, ceux qui vivaient par le pouvoir du soleil ne peuvent vivre que la nuit. Et Isla fait partie d'un clan où ils sont très proches des animaux, mais ils ont aussi une terrible malédiction, c'est-à-dire que quand ils tombent amoureux, ils ne peuvent pas s'empêcher de tuer leur partenaire. Et donc Isla porte ce lourd fardeau, et c'est les centenaires, je crois, tous les 100 ans, c'est les centennales, et tous les centennales, il y a des épreuves pour que chaque champion de chaque clan va essayer de gagner pour mettre fin à cette malédiction. Isla, elle est encore jeune, ça va être les premières épreuves auxquelles elle va participer. Et Isla, elle cache aussi un autre lourd secret. Bon, je ne vais pas vous le dire parce que ça va vous spoiler le livre. Donc voilà, on est vraiment dans un clan, on se retrouve vraiment avec des épreuves. Moi j'ai adoré. Alors il y en a qui n'ont pas trop aimé parce que voilà, on parle des belles robes que porte Isla. Oui, ils sont tous un petit peu aussi en représentation, les différents personnages, les différents chefs de famille, ils sont là pour se montrer aussi. Isla, on se dit, c'est pas gagné pour elle, et puis on se doute qu'elle va mettre les pieds dans des jeux de pouvoir et de complot, où on se dit, la purée, est-ce que tu fais bien de faire confiance à un tel ou une telle, voilà, donc il y a des renversement de situation. Il y a de la romantaisie. Moi, ça m'a pas gêné quand je l'ai lu. Après, ça fait déjà un petit moment que je l'ai lu, parce que j'en ai lu le premier à sa sortie. Voilà. C'est vraiment c'est surprenant. Je trouvais qu'il y avait, voilà, il y a toutes ces épreuves. On en apprend petit à petit sur les différentes familles, sur ce qui s'est passé il y a plusieurs centaines d'années, comment on en est arrivé là. J'avais trouvé ça très prenant, et le second tome réservait aussi son lot de surprises. On a un autre peuple qui apparaît, qui n'est pas complètement humain, du coup, qui est plutôt mal vu par les autres clans. Voilà, il y a ce côté un peu, non, vous n'êtes pas complètement humain, on ne vous aime pas. Ce côté un peu, on va dire, on repousse, un peu raciste aussi. Et voilà, un autre clan qui va réserver pas mal de surprises. On va avoir aussi des flashbacks du passé d'un autre personnage très important. J'avais vraiment beaucoup aimé les 2 premiers tomes. Ça avait été, le 1 avait été un coup de cœur. Je m'étais dit, bon, le 2, t'attends pas à avoir encore un coup de cœur, et ça avait été aussi un coup de cœur. Alors, j'ai lu il y a quelques années, mes goûts ont un petit peu changé. Je reste dans l'imaginaire, mais c'est vrai que je vais de plus en plus vers de la SF, de la high fantasy assez sombre, assez développée. Bon, j'espère que ça va toujours me plaire autant, mais on verra. Alors celui-ci, j'avoue qu'il me tente énormément parce que j'ai une histoire avec l'œuvre originale.
Le 2 avril va sortir aux éditions Contredire dans leur classique interdit, Le Horla, la fracture corrompue. Alors c'est de Émilie Lafrenière. Alors je dis que j'ai une histoire avec ce livre, oui, parce que donc, Le Horla, ça a été écrit à la base par Maupassant. Et là, Contredire, ils sont en train de reprendre, après les contes interdits, ils sont en train de reprendre les classiques interdits. Donc ils ont sorti Le Fantôme de l'Opéra, 20 milieux sous les mers. C'était quel le troisième? Frankenstein, que j'ai dans ma palle. Ils ont sorti Orgueil et Préjugés. Je pensais que ça allait être de l'horreur, sauf qu'apparemment c'est de la dark romance. Trop tard. Voilà. Enfin, je sais plus si c'était un cadeau ou si je l'avais acheté, mais bon, tant pis. J'essaierai de le lire, mais je suis pas sûre parce que j'ai feuilleté les premières pages. Déjà, dès les premières pages, il y a une scène de smut et puis un peu dérangeante quand même. Voilà, donc je ne sais pas. Là, par contre, le Horla, on va aller vers l'horreur. Alors, le Horla, moi, je l'ai lu quand j'étais au collège. On étudiait les classiques, hein, évidemment, Maupassant. Sauf que le prof nous avait rien dit. Hein, et moi, je me suis dit, parce qu'en fait, on suit un personnage, d'après ce que je me souviens, parce que j'ai lu il y a très longtemps, mais c'est pour dire quand même qu'il m'a marqué. Ce personnage masculin a l'impression qu'il est suivi, qu'il y a une entité qui est là, qui le suit, une ombre. Et voilà, il se pose des questions et je me souviens de ces scènes où en fait il a toujours à côté de lui la nuit, il a une carafe et un verre d'eau, si je me souviens bien, si je ne mélange pas, où il boit de temps en temps la nuit, il a l'impression que la carafe d'eau diminue plus que ce qu'il ne boit, donc il met quelque chose pour marquer la quantité d'eau et il se rend compte que c'est pas lui qui boit mais quelqu'un d'autre, il aperçoit même cette entité qui lui dit s'appeler le Horla. Voilà. Sauf que moi, à cette époque-là, j'ai vraiment eu les boules avec cette histoire. Hein. Ça m'a foutu. C'est mon premier livre d'horreur, en fait. À cette époque-là, je ne savais pas que Maupassant, qui aimait beaucoup les femmes, qui aimait aller voir des prostituées, avait chopé la syphilis. Et la syphilis, si vous n'arrivez pas à la soigner, à long terme, vous devenez fou. Et en fait, c'est ce qui est arrivé à Maupassant. Il est devenu fou. Donc, c'est vraiment le roman de sa folie. Moi, je ne le savais pas. Je ne sais même pas si je savais ce qu'était la syphilis, d'ailleurs, à cette époque. Hein. Je ne sais plus. Bon, si je ne l'ai pas lu en cinquième, en plus. Alors, bon. Donc voilà, je l'ai su des années après, moi, que c'était la syphilis qu'il avait attrapé, qu'il était malade quand il a écrit ce livre. Donc voilà, j'ai toute une histoire avec ce livre qui, parfois, j'avais du mal à m'endormir parce que j'avais l'impression de voir des ombres dans ma chambre. Voilà, donc j'ai toute une histoire avec ce livre. Donc évidemment, le fait que ce soit repris par les éditions Contredire, enfin, c'est Ada, parce que à la base ce sont des livres québécois, donc c'est les éditions Ada qui les écrivent, je vous avoue que je suis évidemment très tentée. Alors bouleversé par le décès soudain de sa conjointe, le journaliste et chroniqueur Martin Hofson peine à reprendre pied. Miné par un retour imposé au bureau, il s'enlise dans la fatigue, récemment assailli de maux de tête aussi virulents qu'inexplicables, jusqu'à ce que quelque chose vienne le happer dans son sommeil. Une entité oppressante, tapie dans l'ombre de sa chambre, lui offre la vision d'un autre monde, au bord de la rupture. Un monde où la tempête déchaînée sur une plage en ruine menace d'ébranler l'immense monolithe de pierre trônant à l'horizon. Fasciné par sa rencontre, mais terrifié à l'idée d'être absorbé par cette autre réalité, Martin tentera par tous les moyens de comprendre les origines du rôdeur qui tourmente ses nuits. Jusqu'où plongera-t-il pour percer les mystères de l'invisible et espérer sauver sa peau? Alors c'est pareil, ce qui sombre dans la folie, je ne sais pas. Plus le pitch, même si ça n'avait pas été le Horla, franchement le pitch il est très tentant. Hein. J'ai vraiment très envie d'y aller. Alors là on est toujours le 2 avril, va sortir en poche le livre des portes. Alors c'est de Gareth Brown, oui c'est ça, Gareth Brown, qui était à la base sorti chez Sonatine, que j'ai en grand format, que je n'ai toujours pas lu. Donc voilà, sachez qu'il sort en poche. Alors, par contre, je n'ai pas noté dans quelle maison d'édition il sortait en poche. Bon, je pensais l'avoir. Non, je ne l'ai pas. Donc, je pense, à moins que Sonatine sorte des livres en poche. Je ne sais pas. Enfin bref. On va suivre en fait une jeune femme, un homme, son voisin. Je crois qu'elle est libraire à la base. Son voisin va lui confier... oui, c'est ça, elle est libraire. Et son voisin, elle va lui confier un livre, mais ce n'est pas n'importe quel livre. Quand vous ouvrez ce livre, vous avez une multiplicité de portes qui donnent sur plein de monde, apparemment. Alors moi, j'avoue que c'est quelque chose qui me fascine, ça. Ce côté porte, voilà, où on peut aller vers plein de monde. Pour ça, je ne comprends pas que je n'ai pas encore lu Piranèse. Je l'ai acheté en poche. Ça tombe bien parce que je l'ai retrouvé en grand format. Mais c'est pas grave.
c'est habituel chez moi d'avoir des doublons. Mais voilà, c'est un truc qui me fascine. Voilà. Et bien sûr, elle va être poursuivie par des gens qui vont vouloir récupérer ce mystérieux livre. Donc, ça me donne très envie. Gareth Brown il y a un autre de ses livres qui va sortir aussi en grand format ce mois-ci chez Sonatine. Bon, je vous en parlerai après au moment de la date de sortie. Là, je suis toujours sur début avril, mais qui n'a pas l'air mal non plus. Alors, le 3 avril, alors je crois que ils sortent tous les deux en même temps. Oui, c'est dans la collection Les Petits Livres, ça doit être récits, je crois, de chez Argile. Ce sont des novellas. Donc là, ça sortira le 3 avril. Alors d'abord, La pratique, l'horizon et la chaîne de Sophia Samatar. J'en ai plusieurs de leurs livres. Alors c'est vrai que on se dit, bah, c'est à petit prix, mais c'est quand même à plus de 10 euros. Et c'est vrai que vous avez 120 pages environ, hein, donc c'est pas donné. Moi, ceux que j'avais, soit je les ai eus en cadeau, soit je les ai achetés d'occasion. Mais là, je pense que je vais attendre aussi de voir si je ne les trouve pas d'occasion. Puis, j'ai pas encore lu les autres non plus. Donc, on va se calmer. Mais en tout cas, voilà, je vous les présente. Alors ici, enchaîné comme des milliers d'autres au plus profond de la cale d'un de ces vaisseaux, un garçon dessine et reçoit des enseignements d'un vieil homme. Jusqu'au jour où son talent ayant été remarqué par les habitants des étages supérieurs du vaisseau, il est amené auprès d'une femme qui lui annonce qu'il ne fait plus partie des enchaînés et qu'il a la chance de pouvoir désormais étudier à l'université du vaisseau aux côtés de l'élite. Ensemble, ils apprendront à comprendre la nature des chaînes qui les entravent tous les deux et à libérer les esprits de ce monde. Ça donne l'impression que les gens se sont réfugiés sur des vaisseaux. Alors, je pense qu'on est sur les mers et les océans. Et qu'effectivement, bah, encore une fois, on a un clivage, voilà, société, ceux qui sont en haut et ceux qui sont en bas. Ouais, il est quand même vachement, vachement attirant, ce livre. Ils font tout pour nous. Ils font tout pour nous attirer. C'est terrible. Donc, le 3 avril va sortir aussi, toujours chez Argile, dans leur collection Récif Desdemona de C.S.E. Kounet. Donc, c'est 3 initiales pour le prénom. Alors, autrefois, la fleur monde représentait l'harmonie entre Athée, royaume des mortels, le Valvode, monde des bien-nés, et Banalos, celui des kobolds. Mais aujourd'hui, les portes entre les mondes semblent définitivement fermées. Riche héritière superficielle et gâtée, Desdemona Mannering écume les soirées mondaines en compagnie de son amie Chaz, indifférente à l'origine de la fortune familiale. Jusqu'au jour où la jeune femme surprend son père en train de conclure un marché avec une mystérieuse silhouette. Un gisement de pétrole contre la vie de ses propres ouvriers. Rongée par la culpabilité, Desdemona décide de se rendre dans les mondes du dessous pour sauver la situation. Mais pour espérer réussir, il lui faudra d'abord sauver le royaume de Valvode, dont les rêves s'effritent, menaçant l'équilibre de la fleur monde. Bon, il m'attire un petit peu moins que l'autre, mais j'avoue qu'il est quand même très attirant. Je me rapproche un petit peu de la lumière et de la caméra parce que je ne vois plus grand chose. Le 7 avril va sortir chez Plume Blanche, pareil, hein, c'est des tentateurs en puissance. Fauve de Léna Jomaé. Alors ici, les Lunivi font face à une menace grandissante. Les mécazoars, ces créatures sanguinaires programmées pour les exterminer, semblent se multiplier. Au sein des clans, les guerrières Zoami sont formées pour les combattre, souvent au péril de leur vie. Fauve choisit de renier sa destinée, celle de Prima, de chef, héritage de sa mère et de sa grand-mère, pour les rejoindre et protéger la communauté. Discrétion, force, discernement. Donc je pense que c'est le nom de la communauté, discrétion, force, discernement. Aujourd'hui, les offensives sont sans pitié et les pertes de plus en plus lourdes. Les Zoamis sont contraintes de trouver des solutions précaires pour espérer survivre et voir briller les lunes une nuit de plus. Cette autrice, elle a écrit un autre livre chez Plume Blanche, mais je ne sais plus lequel. Elle a écrit un autre livre, hein, mais alors, je ne sais plus. Le 8 avril va sortir dans la collection, Vibes, qui est la collection poche de chez Corrigan. Le Trône Ardent, le tome 1, l'héritière de Shazad. Je ne sais pas si j'irai, j'ai vu des bons retours dessus, mais on va encore être dans de la romantaisie. Alors j'aime bien de temps en temps, mais bon. C'est de Sarah Hachem. Alors, le royaume de Shazad est à genoux. 10 ans plus tôt, sa magie a été interdite et sa famille royale assassinée. Du moins, c'est ce que Sylvia veut faire croire aux gens. L'héritière de Shazad a échappé au massacre et elle compte bien rester cachée, notamment face aux armées de Nizal qui continuent de traquer son peuple. Mais un moment de colère change tout.
Lorsque Arin, l'héritier de Nizal, trappe un groupe de rebelles jusqu'au village où s'est réfugiée Sylvia, cette dernière révèle accidentellement sa magie. Sylvia est désormais obligée de conclure un marché avec son pire ennemi, l'aider à chasser les rebelles en échange de sa vie. Un jeu de pouvoir et de complot mortel commence. Sylvia ne peut pas laisser Arin découvrir son identité, même si la haine se transforme en quelque chose de plus entre les héritiers. Bon, voilà, on va être dans de la romantaisie. Donc je sais pas trop, excusez-moi, je m'installe différemment. Je sais pas trop. Bon, à voir, à mettre de côté, je verrai. Je verrai. D'ailleurs, le tome 2 sort aussi ce mois-ci d'Héritière de Shazad. Je ne l'ai pas ressorti, je vous le dis comme ça. Il sort, je me demande s'il ne sort pas à la même date d'ailleurs. Enfin, en tout cas, je pense pas l'avoir sorti dans mes papiers. Il sort, voilà, il sort au mois d'avril, mais en grand format par contre cette fois. Alors celui-ci, j'avoue que celui-là, j'ai adoré le tome 1. J'ai lu une autre trilogie de l'auteur et ça me plaît énormément. On est dans de la high fantasy ici. Donc le 8 avril va sortir chez Bragelonne le tome 2 de L'Âge de la Fureur, né d'une tempête de fer d'Anthony Ryan. Voilà, j'adore. Il me fait penser un peu dans le style à John Gwynne, sauf que John Gwynne va plutôt chercher du côté des références plutôt de folklore et de légendes scandinaves. Encore que, L'Âge de la Fureur, alors ça se passe dans le même univers que sa précédente trilogie, qui est la trilogie de l'Alliance de Fer, je crois. D'ailleurs, j'avais lu les 2 premiers tomes, j'avais pas lu le tome 3 et j'ai lu le tome 1 de l'Âge de la... Donc, il y a quelques petites choses qui m'ont été spoilées, mais en même temps, il y a des trucs, je m'en doutais un petit peu. Donc, ça n'a pas gêné ma lecture et j'ai lu le tome 3 en poche après. Voilà, j'ai beaucoup aimé le tome 1. C'est vrai qu'on a, comme chez John Gwynne, on a une multiplication des points de vue. On va suivre plusieurs personnages. Alors, c'est assez complexe parce que vous avez beaucoup de lieux, vous avez beaucoup de personnages. Il y a beaucoup de batailles aussi. Là, par exemple, on va parler... Alors, ça, là, par contre, ça a aussi quelques vibes scandinaves, légendes scandinaves, puisque ça se passe plus au nord. Et on va suivre notamment un reine-homme, on va suivre une femme qui travaille pour ces 3 reines, qui est missionnée pour retrouver un artefact. Son frère, lui, a été discrédité parce que je crois qu'il s'est comporté comme un lâche lors d'une bataille. Il a perdu une bataille, en fait. Et bon, on se rend compte que c'est plus complexe que ça, mais voilà, lors d'une bataille, il aurait abandonné le navire. Donc, il a été dégradé, et puis c'est un simple pirate, en fait, maintenant. On suit aussi, au début, on suit un personnage dont le village est attaqué. Un village tout simple, et en fait ce personnage subit une transformation. Il se transforme en une sorte de bête sauvage et très puissante. Malgré tout, il est capturé, il est emmené et puis il sert voilà, un peu d'attraction parce qu'on arrive à brider ses pouvoirs. Il sert d'attraction pour des combats. Voilà, on a au moins ces 3 points de vue-là, c'est ceux dont je me souviens. Il y en a peut-être d'autres. Voilà, il y a une fin qui est assez percutante, on va dire, qui est un final qui est un véritable cliffhanger et qui va nous amener vers d'autres choses. Enfin, je ne m'attendais pas à ça. C'est toujours plein de surprises et j'avoue que j'adore j'adore la plume d'Anthony Ryan. Ça a été une belle découverte que j'ai faite il y a peut-être 2 ans maintenant et franchement, j'adore. Le 8 avril va sortir, alors c'est chez Bragelonne, ouais, c'est pas Big Bang, c'est Bragelonne, Arcana Academy, le tome 1 de Eliskova. Pour vous dire que celui-là me tente énormément. Au royaume d'Oricalis, la magie du tarot est réservée à une élite formée à la mystérieuse Académie des Arcanes. Clara le sait bien, ce qui ne l'a pas dissuadée d'en faire un usage illicite pour survivre dans les bas-fonds de la cité d'Éclipse. Mais lorsque Clara est capturée et condamnée à la prison à vie, l'énigmatique directeur de l'académie, le prince Kaelis, lui offre son salut, à certaines conditions. Il voit en elle l'outil parfait pour dérober au roi les lames de tarot dont il a besoin afin de recréer une carte ultime perdue depuis des temps reculés. Pour mieux dissimuler son identité et la garder près de lui, Kaelis présente Clara à l'Académie des Arcanes comme une aspirante de première année et sa fiancée. Plongée dans un monde de magie arcanique et d'intrigues de cour où le moindre faux pas lui coûtera la liberté, voire pire, Clara découvre peu à peu que les apparences sont trompeuses chez ce prince qu'elle s'est juré de haïr. Mais peut-elle prendre le risque de lui donner un pouvoir absolu sur l'avenir et sur son cœur? Ou voudrait-il mieux qu'elle s'en empare elle-même? Voilà. On va être, je pense, un peu dans une romantaisie. Alors, j'ai découvert Eliskova l'année dernière avec un Si vient la nuit.
Oui, il y avait une romance, mais c'est pas la voilà, c'est pas ce qu'il y a de plus important. Vous m'excuserez, j'ai en plus j'ai chopé de l'al j'ai rechopé de l'allergie là, donc j'ai le nez qui coule, tout va bien. Oui, il y a de la romantaisie, on sent la mais c'est plutôt slow burn. Et voilà, ça prend petit à petit, forme, et c'est pas l'essentiel de l'histoire. Donc moi, des trucs quand c'est comme ça, moi je veux bien y aller, quoi. Ça me gêne pas qu'il y ait une romance, mais il faut pas que ça prenne toute la place et qu'il y ait des scènes de smut, je veux dire, ils se connaissent à peine, qu'ils se jettent dessus, même parfois ils se haïssent, mais ils se jettent quand même l'un sur l'autre et pas pour s'entretuer. Bon, j'avoue que ça j'aime beaucoup moins, mais voilà. Mais en tout cas là, enfin, j'avais été surprise par la plume d'Eliskova. Je ne m'attendais pas à quelque chose d'aussi sombre quand je l'ai lu et j'ai vraiment adoré. Donc, bon, on verra bien. Je l'ai demandé à Bragelonne. Ils m'ont dit oui, mais ça fait un petit moment que je l'ai demandé, donc je ne sais pas. On verra, mais voilà. Sinon, bon, il sera dans la wishlist et je l'achèterai plus tard. Bon, je reprends où j'en étais. Alors, j'ai fini par craquer, j'ai allumé la lumière parce que là, franchement, il fait vraiment trop sombre. Je suis allée chercher un mouchoir aussi parce que, bon, vraiment, merci aux allergies qui reviennent en ce moment. Donc, je reprends où j'en étais. Donc, nous sommes toujours le 8 avril. Et là, nous sommes chez Milan. Alors, Milan, ils sortent deux livres ce mois-ci qui ont l'air... Milan, c'est plutôt de la jeunesse à la base. Et là, ils font du young adulte et du young adulte qui a l'air assez sombre quand même. J'avoue qu'ils m'ont bien tenté aussi avec leur titre. Alors le premier, c'est La prophétie des Amazies. Alors c'est de Sandrine Clément. Alors on suit Michael Smith, qui est un adolescent sans histoire et extrêmement banal, entouré d'une famille classique tout aussi banale. Pourtant, lorsque les Smiths déménagent à Twin Lakes, une petite ville remplie de verdure et d'animaux, la vie de Michael va basculer. Il se fait des amis au club de journalistes, devient ami avec le garde-chasse de la ville et est aussi étrangement attiré par le beau et populaire Zaïel. En parallèle, la forêt de la ville semble l'appeler et les animaux se rapprochent de lui naturellement. Vous comprenez ce qui m'a attiré. Une forêt mystérieuse. Et si tout était lié, Michael pourrait-il trouver en lui la force nécessaire pour sauver ses amis et déjouer les complots qui pèsent sur eux? Un roman où l'ordinaire engendre l'extraordinaire et où la nature est plus importante que tout. Bon, je vais peut-être m'arrêter là parce que le résumé est vachement long et je me dis qu'on va se retrouver avec plein de spoil et c'est pas ce dont on a envie. Je vous parlais d'Anthony, c'est vrai, j'ai pas pensé à vous le dire, d'Anthony Ryan, donc le tome 2 de La Fureur. À chaque fois, j'oublie le nom des sagas. L'âge de la fureur. Donc le tome 2 sort en grand format, mais le tome 1 sort en poche. Donc voilà, si vous voulez vous lancer dans Anthony Ryan, je vous le conseille. Franchement, c'est de la bonne high fantasy. Voilà, si vous aimez John Green, vous allez aimer Anthony Ryan, c'est vraiment excellent. Donc là, le tome 1, donc c'est une marée d'acier noir, sort donc en poche. Alors c'est Bragelonne puisqu'ils ont une collection poche et ça sortira aussi le 8 avril, je pense. Oui, c'est ça, le 8 avril. Voilà, donc si vous voulez y aller, c'est le moment ou jamais. En plus, la couverture du poche, elle est magnifique, je trouve. Elle est plus belle que celle du brochet, je trouve. Mais bon, après, ouais. Ensuite, pareil, sort un autre livre chez Nathan qui a l'air pas mal du tout. J'ai repéré 3 livres chez Nathan qui ont l'air très très bien ce mois-ci. C'est Green Book, tome 1, Entre deux ciels. Alors, c'est de Juliette Bonte. Quand une orpheline hérite d'un livre mystérieux, plongée dans un univers de fantaisie magistrale plein de secrets et de malédictions. À la mort de ses parents, Madeleine, 17 ans, hérite d'un livre écrit dans une langue inconnue, le Green Book. En essayant de le déchiffrer, elle se retrouve à Bordest, une cité faite de docks insalubres qui flottent dans les airs. Avec l'aide de Dorion, un jeune homme taciturne et maudit par les Greens, des esprits malfaisants, Madeleine découvre peu à peu le secret de ses origines. Voilà. Alors c'est marqué pour les fans de Is Dark Materials, je ne sais pas ce que c'est, et de Cassandra Clare, oui, là un peu plus, c'est elle qui a fait, je crois, les Mortal Instruments, si je ne dis pas... Non. Oh, je ne sais plus, à force je finis par mélanger les noms. Enfin, bref, donc une nouvelle saga de fantasy épique qui invente les codes du voyage entre les mondes. J'avoue qu'il tente bien, ça c'est du young adulte, hein, mais là j'en ai lu, j'ai lu Snow Globe, j'ai lu Flame and Fury, j'ai beaucoup aimé, donc j'avoue que je suis tentée. Celui-ci, je pense que ça va plutôt être du suspense, mais bon, vous allez comprendre pourquoi, rien qu'au titre, hein, déjà, vous allez comprendre pourquoi je l'ai mis là. C'est Le Château de Catherine Cooper, c'est aux éditions L'Archipel. Alors, Aura et son mari Nick, la trentaine, ont décidé de quitter Londres avec leurs 2 enfants en bas âge pour s'installer dans le sud-ouest de la France, où ils ont acheté un château en ruine pour le transformer en bed and breakfast. Sur place, ils sont bientôt rejoints par une équipe de tournage chargée de filmer leurs travaux de rénovation pour une émission de télé-réalité.
C'est alors que des phénomènes étranges commencent à se produire, jusqu'à ce meurtre commis au cours d'une soirée. Nick et Aura voulaient fuir leur passé, ce dernier vient de les rattraper. Voilà. Donc apparemment Catherine Cooper, elle a déjà écrit d'autres romans. Là par exemple, il y a un livre qui sort, mais ça a l'air d'être plus du policier. Je crois que c'est l'Archipel, mais ça a l'air d'être plus policier. Bon là je pense que je suis pas sûre que ça, on va aller vers le fantastique, mais bon, voilà, ces ambiances de huis clos, de château fermé, j'avoue que moi ça m'attire beaucoup. Le suivant sortira le 9 avril, ça va être un webtoon. C'est un webtoon que j'avais commencé à lire, je crois, sur Webtoon, tout simplement. Mais j'avoue que je préfère quand c'est en format papier. Même sur mon téléphone, je regarde plus, je sais pas. J'aime moins. Il y a des séries que j'adore, que je lis même plus, par manque de temps aussi. Mais aussi, faut regarder une pub. Mais ouais, je suis moins tentée. Là, on est plutôt dans une romance contemporaine. Alors, il y a quand même du smut dedans, mais j'avais bien aimé l'histoire. C'est Tears on Withered Flower, Thomas. Alors, le titre en français, c'est Pleurs pour cette fleur. En fait, on suit une jeune femme. Enfin, elle est déjà considérée, elle doit avoir 30 ans, je crois, hein. Elle est déjà considérée comme vieille, hein. Non, c'est peut-être pas au Japon, c'est peut-être en Corée du Sud que ça se passe. Je sais pas si ça va être noté. C'est pas noté, mais bon, vous êtes déjà considéré comme une personne, alors pas vieille, mais déjà dans la maturité, voilà. Et ensuite, en fait, on suit, alors l'héroïne, elle s'appelle Aisu, je crois, et elle est mariée avec Min Cheol, qui la trompe, voilà, et qui se comporte comme un véritable salopard. Il bosse, bon, là, il vient de trouver un boulot, mais il fout pas grand-chose, puis bon, il a été longtemps au chômage. Puis il dépense l'argent en sortie, en beuverie, pour ses maîtresses. Elle le surprend d'ailleurs, elle rentre un jour plus tôt, elle sait qu'il a une maîtresse et elle continue à faire comme si de rien n'était. Et c'est une belle femme, mais elle fait rien pour se mettre en valeur, elle s'habille comme une vieille, elle est hyper discrète. C'est un personnage que j'aime bien parce que c'est un personnage totalement effacé, discret, qui subit, qui fait ça par amour et qui ne dit rien, comme ils n'ont pas beaucoup d'argent, elle ne s'achète jamais de vêtements. Il lui fait des reproches sur sa façon d'être habillée, mais ils ont peu d'argent, donc elle ne s'achète pas de vêtements. C'est pareil, elle ne peut pas lui faire des super repas parce qu'ils n'ont pas d'argent, mais lui, ça, il s'en rend pas compte, il s'en fout complètement. Et elle tombe sur un inconnu plus jeune qu'elle, très mystérieux, très beau gosse, et qui, lui, on sent qu'il est attiré par elle. Donc elle, au début, elle se dit, bon, elle fait pas trop attention. Après, elle se dit, mais qu'est-ce qu'il me veut? Enfin, elle comprend pas. Puis elle lui dit, mais attends, je suis vieille, je suis rien, qu'est-ce que tu me veux? Et voilà, il y a petit à petit. Et en même temps, elle est toujours amoureuse de son mari. Et on va voir aussi le passé qu'elle a eu, comment elle a rencontré son mari, et comment ça s'est passé entre eux. Au début, son mari n'était pas franchement antipathique, hein. C'était plutôt, voilà, c'était peut-être pas un gars, il faisait un peu de conneries et tout, mais il était pas, il était assez protecteur. D'ailleurs, c'est en la protégeant une fois qu'ils se sont rencontrés. Et voilà, mais ça a mal tourné. Et puis on va en apprendre un petit peu plus sur le beau gosse qui lui a l'air d'être... Elle s'en rend pas compte, mais en fait il est pété de thunes et tout. Toutes les jeunes femmes sont autour de lui, évidemment. Et voilà, on sent qu'il se cache des choses. Alors il fait partie d'une famille, mais... c'est pas l'amour fou au sein de la famille. Le père a l'air d'être, je pense que c'est un criminel déjà. Il a l'air d'être très exigeant envers ses fils. Parce que le beau gosse, il a un demi-frère qui est absolument abject. Donc il n'a pas eu, je pense, une enfance. C'est peut-être pour ça aussi qu'il est attiré par Min Cheol, parce qu'il a eu une enfance pourrie où il a dû apprendre à survivre plus qu'à vivre. Et ça l'a marqué, je pense, même si maintenant, bon voilà, il est grand, il est fort, il a de l'argent, mais il n'a pas eu une enfance facile. Voilà. Alors, je sais pas si je vais y aller tout de suite. Je vais peut-être voir si je peux les trouver d'occasion, vu que j'ai déjà commencé l'histoire. D'ailleurs, pourquoi j'ai pas continué? Ça me donne envie de continuer l'histoire. Enfin, vous verrez, je vais vous montrer. Il y a un autre webtoon qui sort enfin en version papier. Et je me disais, mais comment ça se fait qu'il est jamais sorti en version papier, ce webtoon? Parce que pour moi, c'est de la bombe, il est génial. Mais voilà, je vous en parlerai après. Alors, le 9 avril va sortir chez Sabran le dernier roman de Jennifer Saint, voilà, où elle reprend toutes les déesses, enfin, les déesses ou les héroïnes de la mythologie grecque. On a eu Ariane, on a eu, je ne sais plus qui, Pénélope peut-être, je ne sais plus.
Je les ai tous et je les ai tous achetés en collector. Donc là, vous avez le collector et le brochet qui sortent en même temps. Et cette fois, on va s'intéresser à Hera, qui a le malheur d'être l'épouse, la sœur aussi, mais l'épouse de Zeus, hein, qui est l'homme infidèle par excellence. Peu importe ce qu'elle a été aux yeux du monde, elle est seulement sa femme. Héra, déesse immortelle et fille de Cronos, a aidé Zeus à renverser leur père tyrannique. Depuis le mont Olympe, elle règne désormais sur le monde aux côtés de son frère. Mais ce dernier s'avère aussi impitoyable et cruel que l'était le titan déchu. Elle commence alors à s'interroger sur son propre rôle dans ce cycle de haine. Doit-elle accepter cette violence ou trouver un avenir dans lequel elle pourra forger sa rédemption? Voilà. C'est vrai que, en plus, l'image d'Héra, elle est terrible parce que on est en train de changer et de revoir la mythologie grecque, mais c'est vrai que Zeus était présenté comme un dieu, voilà, infidèle, mais bon, le dieu des dieux, mais en plus, bon, des fois, il prenait des formes pour pouvoir aussi, des formes différentes, de pluie, de taureau, parfois même la forme du mari d'une femme qu'il voulait séduire. Donc c'est vrai que maintenant, on ne faisait pas trop attention à tout ça avant, c'est vrai que maintenant on se dit, mais où est le consentement? Et Héra, elle passait par la femme acariâtre, l'épouse acariâtre, jalouse, mauvaise, méchante. Alors qu'en fait, on se dit, mais la pauvre, elle ne l'a jamais trompée. C'est un véritable salaud, quoi. Et voilà. Et là, c'est bien qu'on revoie ces personnages sous un autre angle, parce que puis le problème d'Héra, c'est que souvent elle se vengeait sur les femmes avec lesquelles son mari, parce qu'elle ne pouvait pas se venger sur son mari parce qu'il est plus puissant qu'elle. Donc souvent elle se vengeait sur les femmes que son mari avait séduites ou sur les enfants qu'il a eus avec ces femmes. Et ça, c'est pas cool, quoi. Ils y sont pour rien. Et bon, voilà, c'est pour ça d'ailleurs, Héra. C'est par haine de son mari, par jalousie, qu'elle a dit j'aurai un enfant sans toi. Donc elle a eu Héphaïstos, le dieu des forges, le dieu des forgerons. Elle l'a eu seule, elle l'a créé tout seul. Ce qui fait que quand il est né, il était borgne et boiteux. Et Zeus, en plus, quand il l'a vu, il l'a balancé du haut du mont de l'Olympe en disant c'est quoi cette horreur? Bon, il a survécu, Héphaïstos, et il est devenu le dieu des forgerons. Il vit sous terre, voilà, et avec d'autres personnes, et surtout il a pris beaucoup d'importance puisque c'est lui qui forge les armes des dieux, donc évidemment, voire de certains héros, donc ils ont besoin de lui, donc ils l'ont gardé. Et bizarrement, ils l'ont marié. Alors, je pense que c'était pour mettre tout le monde d'accord. Ils l'ont mariée à la plus belle femme de la mythologie grecque, enfin déesse, à Aphrodite elle-même. En fait, comme ils étaient plusieurs dieux à se disputer pour, voilà, pour l'avoir, ils l'ont mariée à Héphaïstos. Je ne vous dis pas l'enthousiasme d'Aphrodite quand elle a vu à qui elle était mariée. Donc c'est pareil, Héphaïstos et cocu, plus. Bon, après, c'était pas un mariage consenti, mais bon, de là voilà, à lui faire ça et à le traiter avec mépris, c'était peut-être pas très sympatoche non plus. Mais bon, après, c'est vrai que c'était pas un mariage consenti non plus. Ensuite, on va passer, parce que vous savez que c'est Fleuve qui a ouvert une nouvelle collection Styx. Et là, bon, ils ressortent un nouveau roman, pardon, cette collection le 9 avril, qui s'appelle Massacre au camp de vacances. Tout un programme, c'est de Joey Como. Alors j'ai l'impression qu'on va être dans un livre, genre un slasher movie, puisqu'on va suivre un jeune garçon qui va aller dans un camp de vacances. C'est ça, 11 ans. Voilà. Et elle lui obtient un travail. Si pourtant il est sur un camp de vacances. Bon, je vais vous faire le résumé, ça va être plus simple. Le jeune Martin, 11 ans, vit seul avec sa mère Elisabeth, qui l'a eu bien trop jeune. Elle travaille au comptoir de cosmétiques dans un grand magasin d'Halifax, en attendant de percer dans sa vraie passion, le maquillage d'effets spéciaux pour des films d'horreur. Quand elle obtient enfin un travail à Toronto, sur un film gore durant les vacances d'été, Elisabeth se retrouve sans solution de garde. Martin décide alors, seul, de contacter ses grands-parents pour qu'ils l'inscrivent à un camp biblique près de chez eux. Biblique, déjà, ça fait un peu peur. Martin s'adapte rapidement à la colonie de vacances. Il découvre les activités, se lie d'amitié avec un groupe de filles et en embrasse même une. Jusqu'ici, tout va bien. Pourtant, le cadre idyllique de la campagne va se transformer en cauchemar. Le directeur du camp, le père Tony, donc c'est un prêtre apparemment, assassine sauvagement un des enfants. L'animateur qui découvre le meurtre est la victime suivante et le massacre ne fait que commencer. Bon, voilà. Alors, je sais pas... je sais pas où aller parce que ça ressemble presque à du young adulte vu que le personnage est très jeune.
En même temps, si ils vous font des scènes de massacre bien dégueulasses, clairement, on va pas être dans du young adulte. Mais on sait déjà qui est l'assassin. Ça ressemble à un roman slasher, quoi, en fait. Hein. Je sais pas, Styx, alors c'est vrai que les deux premiers qu'ils ont sortis, c'était Vers ma fin et Le ciel se rêve en mer. C'est des livres assez spéciaux quand même. Là, ils ont fait les derniers jours de Maple Street. On est dans un quartier tranquille, type Desperate Housewives. Il y a une nouvelle famille qui vient d'arriver. Apparemment, il se passe des événements bizarres et il y a une véritable chasse aux sorcières qui va se mettre en place. J'ai hésité parce que je me suis dit, ça n'a pas l'air exceptionnel. Et j'ai vu de très bons retours dessus sur les derniers jours de Maple Street. Donc, je me le suis commandé. J'ai trouvé d'occasion chez Momox, je crois. Je ne l'ai pas encore reçu. Donc là, je me dis, ouais, ça fait un peu slasher, ça fait un peu young adulte. A priori, ça ne me donne pas envie, mais voilà, je vais attendre de voir les premiers retours parce que ça peut être peut-être assez surprenant. Oh, bah justement, je vous parlais de Jennifer Saint, donc va sortir en poche le 9 avril Ariane. Voilà, toujours, bon, du coup, bah, ça va être dans la collection, pas Vibes, de la collection PAL de chez Sabran. Donc là, on va suivre Ariane. Voilà, on sait bien qu'il les sortent aussi en poche. Je crois que c'est le premier qui sort en poche hein, d'ailleurs. Hein, parce qu'elle a écrit sur plusieurs. Ben, je ne sais plus sur quel autre personnage de la mythologie elle a écrit. J'ai envie de dire Pénélope, mais je ne suis pas sûre parce qu'il y a Claire North aussi qui a écrit sur Pénélope, la femme d'Ulysse. Voilà, donc là on va suivre Ariane. Alors je peux vous faire un petit résumé. Hein. Ariane, c'est celle qui a aidé, j'allais dire Jason, mais pas du tout, qui a aidé Thésée. Alors Thésée, euh, son oncle a voulu s'emparer du trône, il a évincé le père de Thésée, et il a fait croire à son père que Thésée était mort, et Thésée ne savait rien de sa naissance royale en fait. Et puis il finit par arriver, alors je sais plus, c'est à Thèbes, je crois. Non, c'est pas à Thèbes. Oh, je sais plus, purée, mais j'adorais la mythologie grecque, mais alors ça remonte à tellement d'années. Et bah évidemment, l'oncle, il est un petit peu emmerdé parce qu'il n'a pas envie que son neveu prenne sa succession. Et alors, je ne sais plus dans cette ville de... c'est Athènes, je ne sais plus, dans cette ville de Grèce. En fait, tous les ans, ils sont obligés de sacrifier des jeunes hommes et des jeunes filles à la Crète, au roi Minos, qui a enfermé dans un labyrinthe le fameux Minotaure, qui est mi-humain, mi-taureau. Vous ne pouvez pas sortir de ce labyrinthe et vous êtes condamné très certainement, c'est pas trop ce qui s'y passe, hein, mais condamné certainement à être bouffé par le Minotaure. Alors le Minotaure apparemment, ça résulterait des amours de l'infidélité de la femme du roi Minos. Et voilà, donc c'est devenu un taureau. Il a demandé à son architecte Dédale de construire ce labyrinthe dont personne ne peut sortir. Donc évidemment, l'oncle de Thésée se dit, je vais me débarrasser de lui, je vais l'envoyer là-bas pour être tranquille. Sauf que Ariane, la fille de Minos, la fille de... Purée, j'ai des trous, si, la fille de Minos, je dis pas de bêtises, elle tombe amoureuse de Thésée, et c'est là que va naître le fameux fil d'Ariane, puisqu'elle va lui donner un fil, comme ça il déroule le fil dans le labyrinthe, elle lui explique comment vaincre le Minotaure, et après ben, il n'a plus qu'à suivre le fil pour ressortir. Voilà, alors je ne sais pas si je peux vous en dire plus, parce que Ariane ne va pas du tout être récompensée pour l'aide qu'elle a apportée à Thésée, qui est un véritable connard aussi dans l'histoire, hein, voilà, comme beaucoup de personnages masculins de la mythologie grecque en fait. D'ailleurs, plus tard, Thésée, n'étant pas à une palais-près, va épouser la sœur d'Ariane. Sa fin sera pas terrible à Thésée. Enfin, c'est pas sa fin, mais la fin de ses proches va pas être terrible. Hein. Si vous connaissez l'histoire, vous vous souvenez de ce qui se passe. C'est voilà. Mais en même temps, on se dit c'est bien fait pour sa gueule parce que voilà, il s'est comporté comme un connard. Mais en même temps, c'est les gens qui l'entourent qui payent le prix de son manque d'humanité envers les autres. Mais bon, c'est une autre histoire. Donc, je repars. Alors, le 15 avril va sortir chez Bragelonne Le Chêne et le Hou, le tome 2, L'oiseau sur le trône de chêne, de K.A. Linde. Alors, le tome 1, je vous rassure, je vous en parle après, le tome 1 va sortir en poche aussi ce mois-ci. Alors, j'avoue que moi, il me tentait beaucoup parce qu'on parlait d'une voleuse qui rentrait dans une bibliothèque, je crois. Et je pensais qu'on serait dans de la fantasy, mais apparemment, c'est de l'urban fantasy.
J'étais du coup un petit peu moins tentée. Et bien sûr, quand elle va rentrer dans cette bibliothèque, elle va tomber sur le gars qu'il ne faut pas. Et bon, je pense qu'on va être aussi dans de la romantaisie. Voilà, donc je suis pas sûre d'y aller. Voilà, j'ai peur que ce soit un petit peu trop romantaisie pour moi. Le 15 avril va sortir chez Critique dans leur collection Déclic, donc qui est leur collection Young Adult, Les Oubliés de Valiver de Joan Elliott. Joan Elliott, je crois que j'ai lu d'autres livres de lui, je ne sais plus. J'en ai beaucoup entendu, enfin il est assez connu dans le monde de la SFFF. Mais ce matin-là, attendez, oui, je vais vous lire le début du résumé, ça sera mieux. Défie le vent à la course et lit le cœur des bêtes, c'est les prénoms, hein, vivent dans la vallée de Valiver. Ils attendent avec impatience le jour de la cérémonie qui les fera passer dans l'âge vrai et leur attribuera un nom véritable. Mais ce matin-là, une étrange marque dans le ciel s'apprête à bouleverser leur quotidien bien tissé. Si Lick n'en est pas alarmé, Delve y voit un phénomène assez inquiétant pour avertir l'ancien le plus respecté du village. Et quand les deux amis commencent à enquêter, ils pourraient bien en apprendre beaucoup plus qu'ils ne le voudraient sur leur histoire, découvrir un passé inconcevable et un horizon trop douloureux pour être vrai. Ce monde qu'ils connaissent depuis toujours cache manifestement plus d'un secret. Voilà. Donc on a ce trope qui revient souvent, hein, des jeunes qui doivent passer des épreuves et ils se rendent compte qu'en fait, on leur a caché beaucoup de choses et que le monde dans lequel ils pensaient vivre n'est pas du tout celui auquel ils croyaient. Voilà. Donc celui-ci, alors je ne sais pas si je vais me précipiter dessus parce que je vais être frustrée, parce que je les ai déjà lus sur Webtoon et je ne vais pas avoir toute l'histoire, mais franchement, pépite. C'est I Am the Queen in This Life. C'est en anglais, j'adore. Donc là, le tome 1 va sortir le 15 avril, donc c'est chez Pika Webtoon. Hein. Souvent, c'est chez Pika Webtoon. Alors, nous avons comme auteurs Oma, Refal Zims et Témis. Alors, je ne sais pas si c'est les auteurs, les illustrateurs. Je ne suis pas sûre que ce soit adapté d'une nouvelle. En fait, dans cette histoire, on va suivre Ariadne au tout début. On va être, alors pas dans un isekai, mais dans une héroïne qui va retourner dans le passé pour pouvoir se venger. Ariadne, j'adore ce personnage. Ariadne, c'est une femme... Alors, en fait, son père est cardinal, donc en tant que cardinal, il n'est pas censé avoir de maîtresse. Il n'est pas marié, mais il a une maîtresse... il a des enfants et il a 3 enfants d'une de sa maîtresse officielle qui est une femme très avide d'argent, très avide de sa position parce que malgré tout elle a de la reconnaissance et ses enfants aussi, même si ce sont quelque part des bâtards, mais ils ont quand même de la reconnaissance. Elle a un fils aîné et elle a une fille qui est déjà une jeune fille et une petite fille. Et Ariadne est née des amours de son père le cardinal avec une simple servante. Donc elle a toujours été reléguée au rang de simple servante, sauf que au début de l'histoire, elle est tombée amoureuse. Alors il y a un empereur qui règne sur ce royaume, il est marié, il a un fils légitime, mais il a aussi une maîtresse qui a aussi un rang très important, et il a un fils illégitime, et Ariadne est tombée amoureuse de ce fils illégitime, qui a des prétentions au pouvoir, et elle a tout fait pour qu'il accède au pouvoir, qu'il devienne le successeur de l'empereur. Donc, elle a été sa maîtresse, mais jamais il ne l'a épousée. Il lui a promis le mariage. C'est le début du webtoon, hein, je ne vous spoile rien. Et puis, elle a tout fait, c'est-à-dire qu'elle l'a toujours défendu auprès de la cour. Elle a comploté pour qu'il puisse monter les échelons. Elle a tué, elle a même été jusqu'à tuer le prince légitime pour lui. Et évidemment, le jour où son père meurt et où le fils est légitime, il a été reconnu comme l'héritier, puisque l'héritier légitime est mort. Enfin, son rêve s'accomplit, il va devenir empereur. Et là, il n'épouse pas du tout Ariadne. Et ce salopard non seulement fait enfermer Ariadne en prison, parce qu'elle est accusée de beaucoup de crimes, hein, évidemment. Là, d'un seul coup, on ressort tous les crimes qu'elle a fait, alors qu'elle l'a fait par amour et pour lui. Et en plus, ce salopard va épouser sa demi-sœur, qui doit être Isabella, je crois son prénom, qui est une peste blonde, qui est une véritable peste, qui est une fille illégitime comme Ariadne, mais qui va devenir impératrice. Voilà. Et juste avant le mariage ou le jour du mariage, par peur, Isabella se dit « Ah, quand même, Ariadne, elle pourrait me poser problème si jamais le nouvel empereur veut retourner vers elle, je vais m'en débarrasser. » Elle la tue.
Voilà. Et c'est là que Ariadné va ressusciter quelques années en arrière et va décider de se venger. Alors, il va y avoir aussi toute une histoire avec ces histoires de retour en arrière. Elle va notamment rencontrer une bohémienne, le fils d'une bohémienne. Cette bohémienne, parce que sa belle-mère, enfin la maîtresse reconnue du cardinal fait appel aussi à une bohémienne. Et apparemment, il y a des choses voilà, au niveau magique, au niveau complot autour de la magie et tout qui vont être importantes, puisque Ariadné, quand elle renaît en quelque sorte, quand elle revient dans le passé, elle a un grain de beauté qui lui apparaît en plus. Elle va avoir d'autres marques aussi qui vont arriver. Et là, elle est bien décidée à se venger et j'adore parce que c'est une femme c'est une jeune femme très très intelligente. Donc elle va jouer les choses différemment et elle va réussir déjà à monter les échelons au sein de sa propre famille, à écarter les autres. En même temps, il y a de la romance. Il y a toujours le fils illégitime qui craque sur elle, sauf qu'elle l'envoie chier parce qu'avec ce qu'il lui a fait, elle a aucune envie de retomber dans ses bras. Mais lui, on va apprendre à le connaître aussi différemment. Il y a aussi le fils légitime qui va aussi avoir des sentiments pour Ariadné. Il y a un autre jeune noble aussi. Donc, il y a un petit peu de romance toujours. Voilà. Mais Ariadné, en plus, elle sait ce qui va se passer dans l'avenir, elle vient de l'avenir. Donc, du coup, ça lui permet de préparer certaines choses aussi, d'anticiper certaines choses. Et du coup, de prendre du pouvoir et de l'argent. Et c'est une femme en plus qui grandit déjà qui n'est que la fille illégitime d'une servante, qui est malmenée par le reste de sa famille, considérée comme une moins que rien. Et une femme dans un monde d'hommes, hein, on est dans un monde un peu moyenâgeux ou d'autres siècles, avec des femmes corsetées et tout, qui n'ont pas trop leur mot à dire. Et elle est d'une intelligence rare et j'adore ce personnage. J'adore ce personnage féminin, il est incroyable. Voilà, vous avez des débuts de romance, mais il n'y a pas de scène de smut, ni rien. Voilà, c'est pas là-dessus que ça va jouer. On va vraiment voir comment Ariadné va faire pour s'en sortir. Et chaque fois, je me dis, mais c'est pas possible comment elle va faire. Mais voilà, intelligente. Elle est belle, hein, mais elle est surtout intelligente, quoi. Et c'est incroyable. Et elle va en foutre plein de mirettes à sa demi-sœur Isabella. Celle-là, je la déteste, donc je suis trop heureuse. Voilà, donc autant vous dire, je me dis, mais quand est-ce qu'ils vont le traduire? Il est génial ce webtoon, alors j'espère qu'il va marcher, parce qu'il y a peut-être un peu moins de romance que dans les autres, mais il est vraiment super. Donc j'en reviens, voilà, ma diatribe sur ce webtoon que j'adore. Donc le 15 avril va sortir donc le tome 1 du Chêne et le Hou qui s'appelle L'oiseau dans la bibliothèque, toujours de Kaalim. Donc là, ça va sortir en poche chez Bragelonne. Donc je vous refais pas le résumé. Je trouve que la couverture du poche est d'ailleurs très très belle. Mais du coup, je vous refais pas le résumé. En poche va sortir aussi Les Chants de la Lune le 15 avril. Donc ce sera chez le livre de poche de Catherine Dufour. Alors je pense que je l'avais dans la sélection. Je l'ai lu, donc je ne l'ai pas pris. Alors, Les Chants de la Lune, j'ai beaucoup aimé. C'est de l'ASF. Les humains, la Terre étant invivable, les humains sont partis vivre sur la Lune. On suit... Alors, par contre, je ne sais plus le nom du personnage principal. Comment elle s'appelle? Ah, je ne sais plus. Je ne vais pas l'avoir notée là. Elle Jarline. Elle a un drôle de nom déjà. Et ensuite, en fait, c'est assez contemplatif comme livre de SF. Vous attendez pas à voir du bim bam boum partout ou du space opéra ni rien. C'est vraiment très contemplatif. C'est-à-dire qu'au début, on suit la vie de Elle Jarline. Elle se lève, elle regarde parce que les humains, alors soit vivent. Bon, elle s'occupe beaucoup des plantes. Pour les humains. Donc tout est sous un dôme protégé des rayons du soleil qui a à moitié détruit la Terre. Elle aime contempler la Terre, justement, la voir dans les rayons du soleil. Ça donne des images magnifiques à lire et à s'imaginer. On la voit, alors il y a beaucoup de termes de botanique. Là, moi, j'avoue que j'y ai rien compris. Je suis une bille en botanique, donc c'est en plantes, c'est pas la peine. Mais ça passe. Et voilà, on voit comment elle vit au jour le jour, comment elle préserve son dôme, puisque c'est son rôle. Alors, c'est un personnage assez mystérieux, Elle Jarline, parce qu'au début, on se dit, c'est une humaine qui s'occupe. Sauf qu'il y a quelques petits trucs qui nous font dire, non, c'est pas une simple humaine, parce que déjà, elle peut supporter des rayons qui pourraient rendre malade ou détruire les humains.
Euh, Elle a l'air très grande par rapport à la taille moyenne d'un humain. Voilà, donc il y a des choses assez étranges. Il va falloir attendre la fin pour avoir un début de réponse. Et puis, elle se rend compte qu'il y a des choses étranges qui se passent. Déjà, il y a une plante qui commence, une nouvelle, parce qu'il y a des nouvelles plantes qui sont apparues sur la Lune. Évidemment, les plantes et les animaux qu'ils ont ramenés sur la Lune de la Terre ont connu des mutations. Alors les animaux, ça s'est très mal passé, ils n'ont quasiment pas survécu en fait. Par contre, les plantes, si, mais elles ont muté. Elles sont parfois rentrées en symbiose avec d'autres plantes. Et là, c'est ce qui se passe. Il y a un champignon qui est rentré en symbiose avec une autre plante, ce qui normalement est impossible, je crois. Et ça commence à monter un petit peu partout sur le dôme, donc ça inquiète Algerline. Ce qui l'inquiète aussi, c'est qu'il commence à y avoir des fissures dans le dôme. Donc elle prévient le gouvernement humain qui est sur la Lune. Donc on voit ça. On apprend comment les humains, petit à petit, comment ils sont arrivés sur la Lune, comment ça s'est passé pour eux, comment ils vivent. Alors, ils vivent pas très bien d'être sur la Lune, hein. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de suicides au début. Ils vivent plutôt, ils vivent sous terre en fait, hein, parce qu'ils supportent pas, ils peuvent pas supporter les rayons du soleil qui arrivent sur la Lune. Donc ils sont très très blancs de peau du coup, ils ont l'air un peu chétifs, faméliques et surtout depuis des années, ils subissent une maladie, une épidémie qui frappe sans qu'on sache d'où elle vient et pourquoi elle frappe un tel et pas un autre. Et malheureusement, on ne peut rien faire contre cette maladie. Donc tout ça, ça travaille Elgerline. En plus, elle s'attache à une jeune fille qui vient faire un stage. De temps en temps, il y a voilà, des très jeunes qui viennent faire des stages chez elle. Et voilà, et elle s'attache à cette très jeune fille, il va se passer plein de choses, elle va aller dans d'autres cités, par exemple il y a une cité qui est hors gouvernement humain, donc c'est une cité, alors je dirais libre, mais en même temps c'est une cité de non-droit, donc il s'y passe des choses pas très nettes, notamment ils organisent les chats, je crois que si je dis pas de bêtises, les chats ont proliféré dans cette cité, c'est des chats je crois, des chats ou des chiens, oh j'ai un doute, des chats ou des chiens je ne sais plus, et certains parlent. Et ils ont développé une certaine intelligence, ils se sont très bien développés, sauf qu'ils sont utilisés notamment pour des combats d'animaux. Et ça, bon, la scène où on les voit, c'est dégueulasse, quoi. Enfin, c'est toute la cruauté humaine dans toute sa splendeur. Et on se dit, voilà, les humains ont déjà détruit la planète Terre et ils n'apprennent pas de leur erreur. Et tout ça, elle, Jarline, elle le contemple, elle le voit. Alors je vous dis, c'est assez contemplatif, mais franchement, c'est très beau, c'est très poétique. La fin est spéciale. Moi, j'ai bien aimé. Je trouvais que ça ouvrait plusieurs possibilités. C'est pas une fin ouverte, hein, mais ça ouvrait plusieurs possibilités. J'ai beaucoup aimé la décision finale de El Jarline. Euh, la lueur d'espoir aussi. J'ai trouvé la fin parfaite. Franchement, j'ai adoré. C'est un très bon SF pour moi, malgré le côté contemplatif, malgré tous les termes de botanique qu'on peut nous asséner. C'est franchement très beau. Voilà, on apprend vraiment comment les humains se sont installés là. On apprend aussi ce qu'ils ont fait aux humains qui vont contre les ordres. C'est une société très dure quand même. Et franchement, je vous le conseille. C'est bien. Bon, là, il sera en poche, donc c'est un petit peu plus abordable. Alors le prochain dont je vous parle, je pense que c'est une auto-éditée, c'est Protocole Saros Thomas Recto Verso de Sandrine Alibaud, mais le pitch n'a pas l'air mal du tout. Soyez les fondations solides de notre civilisation car nous portons le monde sur nos épaules. Méridien est le symbole de la société parfaite. Des citoyens obéissants, des rôles prédéterminés, des émotions contrôlées. Aucun conflit, une surveillance infaillible entre des murs protecteurs. Pourtant, la menace d'une nouvelle éclipse telle que celle qui ravagea le monde par le passé pèse toujours au-dessus de leur tête et les défaillances s'enchaînent. D'abord, leurs implants qui se détractent, puis les comportements changent et enfin un perturbateur venu de l'extérieur s'introduit dans leur belle cité pour bousculer leur routine. Entre questionnement et rébellion, mensonge et trahison, chacun révèle sa face cachée, celle de la nature humaine la plus pure ou la plus abjecte, mais également l'aspect de cette ville sans limite définie. Alors je pense qu'on va peut-être être dans notre monde, mais un monde qui a connu une catastrophe. Et bon, on va voir effectivement, je pense, encore tout le côté, effectivement, le plus abject de l'âme humaine, mais il n'a pas l'air mal. Le suivant, il sortira le 16 avril. Alors c'est chez De Saxus et il va sortir en relié et en poche. Alors je vous avoue que j'hésite à y aller. Ils ont sorti un roman
Là, au mois de mars, pareil, qui est sorti en relié et en poche. Je m'étais dit que je m'achèterais parce que c'est vendu comme de l'epic fantasy. Mais je me dis, ça va encore refaire une nouvelle saga. Pour l'instant, j'y suis pas allée. Et là, c'est pareil, je me dis, ça va encore faire une nouvelle saga. Donc, je ne sais pas. Pour l'instant, à moins que je vois des retours dithyrambiques, mais voilà. C'est vendu aussi plutôt comme de l'heroic fantasy. Bon, à voir. Ça s'appelle La main et le cœur, tome 1. La seconde mort de Locke, c'est de V.L. Bovalino. Alors, sang de mon sang, âme de mon âme, ta main est sur mon cœur. Que tu souffres et je souffrirai, que tu meurs et je mourrai. Jamais je ne briserai ce serment. Autrefois, l'Idistra était en paix. Ces 5 nations, abreuvées de magie par la mythique île de Locke, vivaient en harmonie et dans l'abondance. Puis un jour, Locke disparut. Ses habitants décimés, son île engloutie, sa famille souveraine perdue à jamais. À présent, l'Idistra est en guerre. Engagée dans l'armée scaélienne depuis qu'elle est adolescente, Grey a choisi de dédier sa vie à son mage. Elle est sa main, sa source de magie et sa gardienne, prête à tout pour le protéger sur le champ de bataille. Elle tuerait pour Kyr, elle mourrait pour lui. Quand l'héritière perdue de Locke est retrouvée, un choix s'impose aux 2 soldats. La protection de la jeune fille en échange de leur liberté, mais les 4 nations ennemies sont à leur trousse, désespérées de la capturer et de dérober ses pouvoirs. Seulement Grey et Kyr savent que leur captive n'est pas celle qu'elle prétend être. C'est assez mystérieux. Alors, vous allez me dire, ça fait un peu début romantasy, mais non, je pense qu'on va être dans une relation plutôt de mentor et élève, sans qu'il y ait voilà, forcément de relation charnelle. Alors peut-être qu'il y en aura une qui va se développer, mais ça a un côté effectivement fantasy, héroïque fantasy, avec un côté assez poétique dans cette relation entre les 2 personnages, une relation de confiance et de loyauté très forte. Bon, ça donne très... à relire le résumé, évidemment, maintenant, j'ai envie de... j'ai envie de l'acheter, c'est malin. Bon, on verra, on verra. Le 15 avril, le Gulfstream ressort. Enfin, ils en ressortent pas qu'un, hein, mais celui-ci, je l'avais repéré. Il n'a pas l'air mal du tout, encore une fois. Bon, puis franchement, Gulfstream, là, moi, les derniers que j'ai lus, c'était vraiment des pépites. Alors, évidemment, j'ai envie d'y aller. C'est Prodige de Elie Hénon. Je pense bien son nom. Alors, 2 frères que tout oppose sous l'emprise d'un père avide de pouvoir. Un concours artistique où tous les coups sont permis, tant qu'on ne se fait pas prendre. Une réflexion sur l'art où un chef-d'œuvre n'est possible qu'en luttant contre soi-même. Tous les 30 ans, la Confédération organise le prestigieux concours de l'inspiration divine. Les héritiers des 6 maisons y participent. Celui qui accomplira le prodige capable d'émerveiller le Sérénissime, la divinité tutélaire de la Confédération, deviendra le nouveau doge jusqu'au prochain concours. Faussaire de génie, Andrea est capable de reproduire à la perfection les plus grands chefs-d'œuvre, comme s'il en détenait l'âme. Césarée, lui, est un artiste d'exception dont le talent brille autant que les angoisses le dévorent. Demi-frères qui s'ignorent, ils sont réunis par leur père pour représenter ensemble la maison des tailleurs d'images lors du prochain concours de l'inspiration divine. L'ambition de ce dernier, garder le pouvoir qu'il a lui-même conquis 30 ans plus tôt en devenant doge. C'est donc à un duel fratricide qu'il condamne Andrea, fils illégitime arraché à sa mère qu'il ne reverra qu'en cas de victoire, et Césarée qui cherche désespérément la reconnaissance paternelle. Face à eux, les héritiers des autres maisons, redoutables, ambitieux, prêts à toutes les audaces, même les plus obscures, rivalisent pour attirer l'attention du Sérénissime. Bon, je vous en dis pas plus, on va être dans un truc, je pense, style Dark Academia, avec épreuve, mais avec autour l'art. Effectivement, l'art apparemment avec de la magie, c'est-à-dire qu'il faut y mettre son âme, il faut se détruire pour arriver à créer. J'aime beaucoup cette conception de l'art. Alors, je vais pas dire que je pousse les artistes à aller vers cette conception de l'art qui est destructrice pour l'être humain, mais il y a beaucoup d'artistes qui se sont détruits pour leur art, hein. Donc voilà, c'est quelque chose qui m'intrigue et qui me fascine, même si c'est pas quelque chose pour laquelle je suis, mais j'avoue que je suis très curieuse. Puis bon, encore une fois, c'est Gulfstream, hein, donc faut-il en dire plus? Là, c'est le 3e roman que j'ai repéré de chez Nathan. On va plus être dans du policier, mais avec une femme, ça a l'air pas mal. C'est Cascabel, enquêtrice gentleman, c'est de Joe Hipp. Donc, Cascabel a un meurtre à résoudre et un secret vital à préserver.
En fait, nous sommes en Angleterre en 1810. Un meurtre secoue l'université d'Oxford. Charles Lafleur, membre du club des mauvais garçons, est retrouvé assassiné. Et la police accuse l'un de ses camarades, Thomas Gray. Mais Thomas est en réalité Cascabel Gray, une jeune femme de bonne famille, bien décidée à prouver, grâce à ses déguisements élaborés, qu'elle peut étudier parmi les hommes. Donc en fait, on a une femme qui se déguise en homme pour pouvoir voilà, accéder à l'éducation à l'université d'Oxford. Donc évidemment, quand elle est accusée de crime, c'est compliqué. Sa réputation, son avenir et même sa vie sont désormais en danger si elle ne trouve pas vite le coupable. Et au sein de ce club, elle n'est pas la seule à avoir des secrets. Alors c'est marqué pour les fans de Bridgerton et d'Enola Holmes, un polar historique pimenté où féminisé et mystère se mêlent avec brio dans l'Angleterre géorgienne. Ça n'a pas l'air mal, j'avoue, cette idée de femme, voilà, ce côté un peu féministe, de femme qui est obligée de se déguiser en homme pour, voilà, pour avoir droit à aller à l'université, c'est assez intéressant. Il y a le côté enquête, il y a le côté victorienne, les côtés Angleterre, non, c'est pas l'Angleterre victorienne, mais ce côté, voilà, Angleterre du début du 19e, j'avoue que ça me tente pas mal. Bon, ça va encore être du young adulte, mais ça n'a pas l'air mal du tout. Donc voilà, donc, il y a 3 romans de chez Nathan qui me tentent. Cruel dilemme. Le 15 avril va sortir aux éditions du Héron d'Argent Le Mage et le Malfrat de Arnaud Sarment. Là, on va être dans de la fantaisie, mais avec, je pense, avec pas mal de testostérone et puis des gars qui se détestent et qui ont un langage, je pense, assez fleuri. Tous les opposent sauf le mal. Zoran veut son trône, Alphée veut du fric. Le reste n'est qu'une question de cadavres, de personnages sympathiques. Cet énergumène au regard bovin que vous voyez là, c'est Alphée. Une brute que je paie pour me débarrasser des misérables va-nu-pieds qui m'ont volé mon trône. Et cette mauvienne qui se la raconte, c'est Zoran, un mage de pacotille qui ne peut pas se torcher dans la soie sans récolter de nouveaux ennemis. Il n'a aucune grâce, mais pour ce qui est de tuer, je dois admettre qu'il est efficace. Il fait pitié, mais il en a dans le ciboulot et il m'a promis beaucoup d'oseille. Aussi, nous travaillons harmonieusement dans ce doux projet. Ouais, aucune raison que ça foire. Donc on sent bien que ça promet, je pense, ça promet. Donc va sortir le nouveau Gareth Brown le 15 avril chez Sonatine, la société des objets magiques. Je ne suis pas sûre que ça se passe dans le même univers que le livre des portes. Depuis près d'un siècle, les membres de 4 familles se réunissent régulièrement en secret dans la cave d'une librairie de Londres. Leur mission, préserver de toutes les convoitises des objets dotés de pouvoirs surnaturels et protéger le monde de leur magie. Mais l'heure est grave. Pour la première fois depuis des décennies, un nouvel artefact a été signalé à Hong Kong. La plus jeune recrue de l'organisation, Magda Sparks, est envoyée sur place pour le récupérer. À peine arrivée, Magda se retrouve face à un mystérieux individu qui semble tout savoir de la société secrète et des reliques qu'elle protège. Très vite, tout ce en quoi elle croyait est remis en question. Le rôle des objets magiques, la véritable mission de son ordre, et même l'histoire de sa propre famille. Dans un monde où les apparences sont trompeuses et les dangers multiples, Magda devra-t-elle recourir à la magie pour survivre? Voilà, donc je pense pas que ça passe, non, c'est une nouvelle aventure magique, apparemment c'est pas dans le même monde. Bon, j'avoue que je vais pas y aller tout de suite pour celui-là, je vais d'abord lire le livre des portes pour me faire une idée de l'écriture de l'auteur. Là, celle-là, je rigole parce que je vous l'annonce. Ça fait 2 livres de chez Bookmark que je vous annonce régulièrement qui doivent sortir en grand format, puis que j'ai acheté en relié. Enfin, non, on m'a offert les premiers tomes en relié collector. Donc là, il s'agit du tome 3 de Witchwalker qui devait sortir, je pense, au printemps 2025, qui a été repoussé à septembre et qui depuis n'arrête pas d'être repoussé comme les couronnes de Niaxa dont on attend le tome 4. Et régulièrement, je vous annonce qu'il va sortir et régulièrement, il ne sort pas et c'est repoussé. Donc là, c'est annoncé pour le 22 avril. C'est voilà, Le Loup et la Sorcière, c'est de Carissa Wicks. J'avais bien aimé, même si effectivement, ils avaient dit qu'ils avaient repoussé la sortie pour des raisons de traduction, parce qu'effectivement, j'avais bien aimé le tome 1, j'ai pas encore lu le 2. Mais je sentais que par moments, je me dis, il y a des soucis, quoi. Il y avait des trucs qui n'étaient pas nets. C'est-à-dire que les personnages se parlaient. On se demandait s'ils étaient sur leurs chevaux, à côté de leurs chevaux, près de la rive d'une rivière. C'était pas très clair. Et on se rendait compte que c'était voilà, un problème de traduction, pas un problème de compréhension. C'est pas un classique de la littérature qui est hyper compliqué à lire non plus.
Et voilà, donc ils ont repoussé et ils n'arrêtent pas de repousser. Donc c'est de la collection Lost Kingdom de Bookmark. Donc comme j'ai eu les 2 premiers en relié collector, j'aimerais bien avoir aussi le 3e en relié collector. À chaque fois, je mets de l'argent de côté parce que ça coûte 30 € ces reliés collector pour les acheter. À chaque fois, du coup, je dépense l'argent dans d'autres livres. Bon, c'est pas bien. Mais j'en ai marre d'attendre. Enfin, ça va quand même faire quasiment 1 an que j'attends la sortie de ce tome 3. Bon, en même temps, j'ai pas lu le tome 2, donc il n'y a pas non plus le feu aux poudres. Mais bon, celui-ci, clairement, je vais me le prendre parce qu'il me tente trop. C'est L'été où je suis morte, qui sortira le 22 avril chez Naos, une maison d'édition que j'adore aussi. Et ce sera encore un 4 mains avec Cécile Guillot et Nora Lake. Vous savez que j'adore Nora Lake. Elle a déjà écrit un 4 mains avec Cécile Guillot, qui était Les filles de Witch Hazel House, qui était de la cozy fantasy que j'avais adoré, qui était toute douce. Là, je pense qu'on va être dans quelque chose d'un peu plus sombre, donc autant vous dire que j'ai vraiment envie d'y aller. Voilà, celui-ci va forcément finir dans ma palle. Août 1995, Anna disparaît lors de son séjour au camp Hollow Pines, au cœur de l'Oregon. Août 96, Amy revient à Hollow Pines pour la 7e année consécutive. Mais cet été ne ressemble à aucun autre. Elle rencontre Sadie, une adolescente taciturne, et doit faire face à l'absence de son amie Anna qui n'a jamais été retrouvée. Rongée par un terrible secret, Amy décide de s'allier à Sadie pour se lancer à la recherche de la vérité. Que s'est-il passé la nuit de la disparition d'Anna? Elle qui croyait si fort aux faits, en serait-elle devenue une? Est-ce seulement un tragique accident ou quelqu'un lui aurait-il fait du mal? Des histoires macabres courent sur le camp. Dans cette forêt pleine de légendes, les contes pourraient bien se transformer en cauchemars. Cécile Guillot, j'ai lu d'autres romans, mais je confonds toujours avec une autre autrice, donc je ne veux pas vous dire de conneries, mais je sais que j'avais beaucoup apprécié sa plume aussi dans d'autres romans. Donc franchement, là j'ai envie de dire, j'y vais les yeux fermés, mais non, je vais quand même les ouvrir pour lire le livre. Mais franchement, voilà, il me tente à mort. Voilà. Et puis Nora Lake, voilà, c'est Nora Lake, et j'aime beaucoup la plume de Cécile Guillot aussi. Puis là, voilà, s'ils nous refont un 4 mains, alors je pense que ça va être plus sombre que les filles de Witch Hazel House. Mais voilà, faut que j'y aille, c'est obligé. Alors, encore chez Milan, va sortir un livre qui a l'air pas mal du tout. Pareil, Young Adult, mais Young Adult Plus, je pense, c'est The Kiss of the Nightingale de Adi Denner. Alors là, nous sommes en 1890 à Lutèce. Donc Lutèce, c'est Paris, hein, c'est comme ça que s'appelait Paris au temps de la conquête romaine. Et là, on est dans un Paris alternatif. Donc, dans ce Paris alternatif, les talents, pierres précieuses qui confèrent des pouvoirs inégalés, déterminent tout. Les familles riches et nobles se les transmettent depuis des générations. Cléodora rêvait d'hériter du talent de son père pour la couture, mais la mort soudaine de ce dernier l'a laissée sans rien, sans magie, avec une boutique de modistes en famille et une sœur cadette qui se meurt un petit feu terrassée par la maladie. Lorsque la séduisante Lady Dahlia offre à Cléodora un talent de chanteuse, cela lui semble être son salut. Avec la richesse et la reconnaissance, Cléo a enfin les moyens de sauver sa sœur et de les sortir de la pauvreté. Mais il y a un hic. Pour conserver ce talent, elle doit voler un talent d'élite inestimable à la puissante famille Lenoir. Transformée en la plus brillante diva de l'opéra de Lutèce, Cléodora est entraînée dans un monde de galas scintillants et de secrets dangereux. Pourtant, le vicomte de Lenoir, au charme exaspérant, n'est pas du tout comme elle l'imaginait, et ses sourires taquins la désarment, même si les murmures séducteurs de Dahlia résonnent encore à ses oreilles. Voilà, on va se retrouver avec une héroïne qui va être prise entre deux feux, mais je pense encore une fois que la romance va être slow burn et que ça va pas être non plus le cœur du roman, donc c'est ça qui me tente. Le 23 avril va sortir chez Pocket Jeunesse. Donc c'est Vampiria America tome 1, donc en fait c'est la deuxième cycle de Vampiria de Victor Dixon, donc ça sort en poche. Bon, j'ai pas, voilà, dans le premier cycle, ça se passe sous le règne de Louis XIV, où Louis XIV est devenu un vampire, où tous les nobles sont devenus des vampires, et si vous voulez grimper l'échelon social, il faut vous-même être un vampire, et je crois qu'on suit une humaine qui veut se venger. La Vampiria, c'est pareil, on va suivre, voilà, on est en Amérique, mais c'est pareil, ce sont les vampires qui contrôlent le monde, et là, je ne sais pas qui on va suivre. Je pense qu'on va suivre aussi une jeune femme. Je ne sais plus trop. Bon, bref, mais bon, faut lire normalement le premier cycle avant, même si, voilà, ça ne se passe pas dans le même monde.
D'après ce que j'ai vu en retour, il faut quand même avoir lu le premier cycle avant. Normalement, il devait faire 9 ou 12 romans en tout qui se passaient dans des endroits différents. Certains espéraient qu'il y avait une partie qui se passerait en Asie, mais bon, il a annoncé que pour finir, il n'y aurait que 6 tomes, 3 qui se passent en France et 3 qui se passent en Amérique. Voilà, bon. Après, je ne les ai pas lus, donc je ne sais pas. Mais bon, j'ai vu plutôt des bons retours. Le 24 avril va sortir un autre graphique qui me tente pas mal, qui s'appelle La Cité des Dames, Thomas, le secret des Sicas de Blanche Sabat. Alors, dans le royaume de l'Orient, Kine d'Ébénite est promise à un homme de haut rang que lui choisira son père le duc. Mais cet avenir étriqué ne lui convient pas. La jeune femme aspire à un destin politique et à lutter contre le joug patriarcal dont elle est la victime. Croisade, sorcellerie, amitié, complot, trahison et romance composent cette saga médiévale, éminemment féministe et écologique. Bon. Alors moi je suis en partenariat pas avec Dargo directement, avec leur label Combo, mais ils nous ont envoyé un message, un mail, nous proposant de recevoir celui-ci en service de presse. J'ai dit oui parce que moi j'avoue que les histoires comme ça un peu féministes, de femmes qui luttent contre le patriarcat, contre les mariages arrangés, ça m'intéresse, et en plus on est dans un monde médiéval. Donc évidemment, j'ai dit oui. Le 26 avril va sortir le tome 4 de Persona de Yelena, le Rénome d'ombre. Donc si vous avez suivi l'histoire, vous savez que les 2 premiers tomes de Persona sont sortis chez Hachette. Et ensuite Hachette, alors c'était prévu qu'il y ait 4 tomes dès le début. Et Hachette a décidé de ne pas continuer à éditer les tomes 3 et 4. On ne sait pas trop pourquoi. Mais Yelena n'a pas lâché l'affaire et du coup elle a décidé de les sortir en auto-édité. Donc là, je ne vais pas vous refaire de résumé, on est avec des humains qui sont capables de prendre des formes d'hommes ou de femmes, et à un moment ils doivent... Enfin, ils ont des pouvoirs magiques et ils doivent choisir un moment s'ils rentrent au service, je crois, du royaume et gardent leur pouvoir, soit ils perdent leur pouvoir. Et on va suivre un personnage, je crois, qui est capable de se transformer à la fois en homme et en femme. Donc ça va jouer aussi sur la transidentité. Alors est-ce que c'est ça qui a fait que Hachette était un petit peu frileux, ou est-ce que ça n'a pas eu le succès que... Mais en tout cas, j'ai les 2 premiers dans ma palle que je n'ai pas lu. Donc pour l'instant, j'ai pas acheté j'ai pas le 3, donc j'ai pas acheté le 4. Mais j'ai jamais lu Yelena, donc je voudrais les lire avant. Le 29 avril va sortir Le Sabre de Neige, le tome 1 des tomes sacrés en poche, chez le livre de poche. J'avais eu le tome 1, je l'avais lu, il était sorti chez Albin et Michel, Imaginaire. On est dans un monde aux références asiatiques, japonaises ou chinoises. C'est écrit par Salomé Anne. Alors, Salomé Anne, elle est française, mais elle vit, c'est au Japon ou en Chine. J'ai vraiment une mémoire de poisson rouge. Elle est mariée avec un Chinois ou un Japonais, je ne sais plus. Voilà. Je suis désolée. Voilà, donc on retrouve vraiment des influences asiatiques, japonaises, chinoises. Et en fait, on suit un élève et son mentor qui est un homme qui possède un des 4 sabres sacrés. Et il vit à l'écart du monde et à l'écart du pouvoir royal parce qu'il ne veut plus être mêlé à la guerre. Malheureusement, il va y être mêlé malgré lui, puisque des mercenaires il est recherché. Et l'empereur a en plus lancé encore d'autres mercenaires sur sa piste, donc ils sont obligés de fuir le village où ils vivaient tranquillement. Ils vont être séparés et on va suivre notamment son élève qui est en fait amoureux de lui. Je sais que ça a posé des problèmes à certaines personnes, puisque évidemment le mentor a plusieurs siècles d'existence. Bon, après, si vous prenez le mythe du vampire, le vampire il a plusieurs siècles d'existence, et souvent c'est des histoires d'amour avec des humaines. Alors c'est plus rarement des femmes vampires de plusieurs siècles qui ont des histoires d'amour avec des hommes, mais il y en a aussi. Forcément, vous avez ce trope-là qui revient. Oui, ok. Alors sachez qu'il n'y a pas 36 000 scènes de smut. Il y en a qu'une vraiment. C'est plutôt, on va plutôt suivre le protégé de cet homme puissant. On va le voir rencontrer d'autres porteurs de sabres sacrés, dont une femme. Le pouvoir royal, et on va surtout suivre, parce que jusqu'ici, certes, il a été formé par son maître, mais il connaît rien du monde, il a toujours vécu protégé dans ce village. On va voir, parce qu'il se souvient que son village a été détruit, qu'il a été recueilli par son maître quand il avait 7-8 ans, je crois. Et il va se souvenir petit à petit de ce qui lui est arrivé, et bon, ça a été assez terrible. En fait, on va connaître ses origines, et surtout, on va voir
comment il va évoluer parce que bah, il va se retrouver face au vrai monde, à la réalité, et la réalité va être très dure, il va se la prendre en pleine face quand même. Ça a beau être un bon combattant, il va quand même rencontrer des personnes très peu recommandables sur son chemin, voilà, tout en continuant à chercher après son mentor. C'est un beau livre, il y a une certaine poésie dedans, tout en ayant, voilà, en fait, c'est un livre de pas de développement personnel, mais voilà, d'initiation, voilà, d'un jeune homme qui va se retrouver face à la réalité et à la cruauté du monde, et on va suivre son initiation jusqu'au final voilà, qui a été quand même assez surprenant et pas mal du tout. Et je crois que là, je vais terminer, oui, avec celui-ci. C'est les Whisperwicks, tome 3, la clé de Dédaleum. C'est chez Ozu, c'est de Jordan Lees, donc ça termine la trilogie. J'ai lu le tome 1, alors c'est assez young adulte quand même. On suit un jeune homme en fait qui va se retrouver, alors je ne sais plus le nom de la ville, c'est peut-être Dédaleum d'ailleurs, le nom de la ville, je ne sais plus. Et en fait, oui c'est ça, non c'est pas ça, c'est pas du tout le nom de la ville. Ne retenez pas la bêtise que je vous ai dite. Voilà, il va se retrouver dans un autre monde, dans une ville en fait qui change tout le temps. Les rues bougent tout le temps. Donc vous n'avez pas intérêt à vous éloigner trop loin de votre lieu d'habitation parce que sinon vous pouvez vous perdre à jamais. Et voilà, il va se retrouver, il est dans notre monde en fait, et ça se passe pas très bien pour lui parce que ses parents se sont séparés, il parle de divorce, donc il le vit pas très bien. Je sais plus quel âge il a au début de l'aventure, il a 13 ans je crois seulement. Et voilà, dans cet autre univers, il va se retrouver face à une jeune fille, enfin une ado qui a le même âge que lui. Et elle, c'est son frère qui a disparu. D'ailleurs, le livre commence avec la disparition de son frère qui va affronter un personnage démoniaque, et on va les voir chercher. Alors, ils doivent chercher des artefacts pour retrouver le frère de la jeune fille et pour aussi que le personnage masculin puisse retourner chez lui. Et ces artefacts se trouvent dans des sphères qu'il faut, voilà, il faut trouver ces sphères qui sont, il y a des énigmes et tout. Alors, c'est assez young adulte, mais j'avais bien aimé. Bon, là, j'ai le tome 2, il faudrait que je lise le tome 2 avant, mais c'est pas mal, franchement, et je le conseillerais aussi pour des plus jeunes parce que ça se lit bien, il y a une belle histoire derrière, il y a de belles valeurs aussi, puis il y a toute cette enquête, toute cette magie qui a un côté assez poétique et en même temps très dur, hein, parce que malgré tout, on est dans un monde où bah, les gens meurent, les gens se perdent dans cette ville. Voilà, voilà, le frère qui a disparu, c'est quand même assez dur. Mais franchement, ça a été une bonne lecture. J'avais beaucoup aimé. Et voilà, donc il sera dans la wishlist. Mais effectivement, je vais attendre la fin de ce tome 3. Bon, j'ai pas fait tellement plus court que d'habitude quand je regarde. Mais bon, c'est pas grave, vous êtes habitués, je crois, maintenant. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez des livres dont je n'ai pas parlé et que vous souhaitez rajouter dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire aussi s'il y en a dedans que vous avez repéré et que vous comptez vous procurer ou en tout cas mettre en wishlist. Voilà, les commentaires sont faits pour ça, n'hésitez pas. Moi, je vous laisse ici pour cette vidéo et puis je vous dis comme d'habitude à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!